Barnaby n'a pas pris la peine de frapper. Il ne le fait jamais. Il a poussé la porte de la ferme des Vance comme s'il en était déjà le propriétaire, persuadé qu'au fond, était le cas. Il a jeté un unique bout de papier plié sur la table devant Abigail, sans même croiser son regard, avant de lâcher qu'elle ferait mieux de signer ou qu'il chargerait le shérif de la mettre dehors d'ici vendredi. Abigail a fixé le papier. Puis elle a jeté un œil par la fenêtre sur les 80 porcs qui fouillaient la boue dehors. 80 bêtes qui avaient fait rire toute la vallée quand elle les avait achetées. 80 animaux payés avec ses derniers dollars, sa dernière vingtaine, simplement parce que personne d'autre n'en voulait. Elle a ramassé le papier. Barnaby a souri. Et elle l'a plié en deux avant de le lui rendre. Si c'était vous, le dernier sou envolé, la terre en train de vous être volée, et tout un village, persuadé que vous n'êtes qu'une idiote, que feriez-vous? Restez avec moi. Car ce qu'Abigail a fait ensuite n'a pas seulement sauvé son ranch, cela a bouleversé chaque famille de cette vallée pour toujours. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'au bout, car je vous le promets, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Lâchez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez, que je vois jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, retournons là où tout a commencé. Le matin où elle a enterré son mari, le ciel avait la couleur d'un vieux os. Pas ce gris charbon dramatique d'un vrai orage, juste ce blanc plat et épuisé qui signifie que le soleil a renoncé. 12 personnes sont venues aux obsèques. 11 d'entre elles sont parties avant que le prédicateur n'ait fini. La 12e était un gamin d'une dizaine d'années, sans aucune raison particulière d'être là, sinon qu'il n'avait nulle part où aller. Abigail n'a pas pleuré au bord de la tombe. Elle avait vidé ses larmes 3 nuits plus tôt, seule dans la cuisine, le dos appuyé contre le poêle froid et les mains sur la bouche pour ne réveiller personne. Au moment de confier son mari à la terre, elle était vide d'une façon qui n'est plus triste, juste creuse, comme une cruche qu'on a oublié de remplir. Son mari n'avait pas été un grand homme, et elle le savait, tout comme le village, même si les gens avaient la décence de se taire le jour des funérailles. C'était un de ces rêveurs dispendieux, de ceux qui regardent un lopin que tout le monde qualifie de stérile pour déclarer qu'ils y voient du potentiel. Il les avait installés à l'extrémité et de la vallée 6 ans auparavant, sur des terres de glaise craquelées et de roches têtues que les 3 précédents propriétaires avaient abandonnées sans regret. Ils voyaient l'avenir, la banque voyait des garanties. Quand il est mort, non pas à la tâche ou par malchance, mais d'une fièvre qu'une bouteille de quinine à 50 sous aurait pu guérir si seulement ils avaient eu ces 50 sous, il lui a laissé les terres, une clôture cassée, quelques pièces dans une boîte de conserve et assez de misère pour faire pleurer un homme fort. Le bureau du courtier en terre était le 3e bâtiment sur la gauche en arrivant au village. Le nom de Barnaby était peint sur la vitre en lettres dorées, car Barnaby était du genre à afficher son nom partout où il le pouvait. Il envoyait des courriers à son mari depuis 2 ans, et maintenant il écrivait à Abigail, sa lettre arrivant 4 jours après l'enterrement, ce qui en disait long sur le personnage, indépendamment de la dorure sur sa vitre. La missive était polie de la façon dont le sont les lames, au contour net et précis. Il se disait prêt à lui offrir une compensation équitable pour la parcelle de la cuvette, estimant l'offre généreuse vu les limites du terrain, et la maintenait ouverte pendant 60 jours. Abigail a jeté la lettre dans le poêle et l'a regardée brûler. Elle n'avait aucun plan, et tenait à l'être honnête au moins avec elle-même. Pas de stratagème secret, pas de talent caché qui aurait manqué à son mari. Elle avait 43 acres de mauvaise terre, quelques pièces et ce genre d'obstination têtue qui pousse chez les femmes lorsque le monde s'acharne à parier sur leur abandon. Elle ne lâcherait pas l'affaire, incapable d'expliquer pourquoi au juste. Bien souvent, la survie n'est pas une décision mûrie. C'est un refus brut, un non sans mots qui gronde au plus profond de l'être. C'est ce refus qui l'a poussé un mardi d'octobre, 3 semaines après la mort de son mari, à se rendre aux enclos du marché, vêtu de son beau manteau par-dessus sa robe usée pour garder une once de prestance. Le responsable des lieux était un homme imposant, qui sentait le tabac et le crottin, peu enclin au simagrée. Il avait 80 porcs sur les bras et devait vider son parc arrière. Non pas les vendre, mais s'en débarrasser. Il venait d'un élevage en faillite au mois d'août et croupissait là depuis 6 semaines avec de piètres rations. Ils étaient maigres au point de faire mal à voir, les côtes saillantes, le regard éteint, bougeant avec une lenteur inhabituelle pour des suidés. Ils sont à moitié morts, a commenté un fermier des environs qui était venu jeter un œil avant de passer son chemin, jugeant l'affaire perdue d'avance. Une folie de dépenser la moindre pièce pour ce lot,
a ajouté le marchand en s'adressant à Abigail, puisque le fermier s'était déjà forgé son opinion. Elle a regardé les bêtes. Sans être experte, elle reconnaît ses fins et l'entêtement, et quelque chose l'a interpellée dans la manière dont une grande truie aux oreilles rousses, au fond de l'enclos, a levé sa lourde tête pour la fixer avec un aplomb que les autres n'avaient plus. 25, a-t-elle dit, sachant qu'elle n'avait que 17 pièces dans sa poche. Elle en a emprunté 8 directement au marchand avec la promesse de rembourser au printemps, et l'homme, pragmatique et parfois un brin humain, a accepté. Le fermier a ri tout au long du chemin jusqu'à son chariot, racontant la scène à la coopérative l'après-midi même. Dès le soir, la nouvelle faisait le tour des saloons et de la salle paroissiale, transformant Abigail en la favorite des histoires de village. La veuve assez folle pour gaspiller ses derniers sous pour des bêtes moribondes sur une terre maudite. Elle a fini par l'apprendre, car les gens ne sont jamais aussi discrets qu'ils le croient. En venant au village pour chercher de la farine ou du sel, elle sentait les conversations s'ajuster à son passage, se penchant légèrement comme le fait le murmure quand le sujet entre dans la pièce. Elle attrapait des fragments de phrases sur la folie de son mari et la sienne, pire encore, persuadée que ces bêtes ne verraient pas Noël. Elle n'a pas discuté. Que aurait-elle pu répondre? Il n'avait pas tout à fait tort. Elle n'avait pas de plan, seulement 23 bêtes un peu plus robustes que les autres, 43 d'un niveau médiocre et 17 qui l'inquiétaient sérieusement. Pas d'autre nourriture que celle qu'elle pouvait glaner, une clôture branlante qu'elle réparait avec de la corde et des prières, et le petit Mika. Elle ne savait toujours pas vraiment comment Mika s'était invité dans sa vie. Présente aux obsèques, il s'était présenté à sa barrière 2 jours plus tard pour lui proposer de couper du bois. Elle avait dit oui sans réfléchir, et depuis, il revenait sans cesse. C est un de ces orphelins de la frontière, ballotté entre des parents éloignés qui l'hébergent par obligation sans grande chaleur. Petit pour ses 10 ans, agile de ses mains, il avait développé l'instinct des enfants invisibles, celui de se rendre indispensable avant qu'on ne songe à le renvoyer. Abigail ne l'a pas chassé, manquant d'énergie pour cela, et puis elle l'aimait bien, même si elle se gardait de le dire trop fort pour ne pas rendre la chose réelle, craignant qu'on ne le lui prenne. Il ne mange pas assez, a fait remarquer le garçon un matin en observant les bêtes piétiner dans la glaise. Je le sais bien, a-t-elle répondu. Qu'est-ce qu'on fait? J'y réfléchis. Il avait accepté cette réponse sans insister, l'une de ses plus belles qualités. En réalité, elle tentait de calculer combien de glands et de racines sauvages elle pouvait récolter dans les bois maigres à l'ouest du domaine pour nourrir tout ce monde, et les comptes ne tombaient pas justes. Elle pouvait en garder 60 pour l'hiver, peut-être 65 si la saison était clémente, mais 80 allaient la briser. C'est en pensant à ce problème, à ces 20 bêtes qu'elle ne savait comment nourrir, qu'elle a marché vers la limite et de sa propriété par un samedi après-midi frisquet, alors que la lumière rasait les rochers en teinte dorée. Elle ne marchait pas pour aller quelque part en particulier, mais simplement parce que le corps a besoin de bouger quand l'esprit s'embourbe. Elle est allée plus loin que d'habitude, au-delà de la glaise et des dalles grises, jusqu'à un repli où poussaient des cèdres rabougris, et c'est là qu'elle a trouvé la vieille femme, ou plutôt que la vieille femme l'a trouvée, assise sur une pierre plate avec une tasse fumante, emmitouflée malgré la saison, les cheveux couleur de sable et des yeux qui l'observaient approcher depuis un moment. « C'est toi qui as acheté les bêtes du marchand », a lancé la femme, sans poser de questions. « C'est bien moi, je m'appelle Maeve. J'ai 40 acres de l'autre côté de cette ligne, a-t-elle dit en hochant la tête vers l'est. Je les observe depuis que tu les as ramenés. Abigail n'a rien su répondre. Tu essayes de les nourrir en rationnant, a repris Maeve. Je fais de mon mieux. Tu te bats contre la terre au lieu de faire avec. Abigail a ressenti une pointe d'irritation, ce agacement familier quand quelqu'un met des mots sur ce qu'on est trop fatigué d'admettre. Cette terre ne donne pas grand-chose. Tu crois ça? Maeve a pris une gorgée de sa tasse. Ces animaux connaissent ce sol mieux que toi. Les bêtes savent. Leur museau creuse un pied plus profond que leurs pattes. Elles sentent l'eau. Elles sentent les racines. Elles sentent ce qui se cache en dessous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de les cantonner au pâturage ouest où tu peux les surveiller. Abigail a regardé sa terre. Le pâturage ouest était le seul qui ressemblait à quelque chose. Le reste n'était que glaise craquelée, dalles de pierre et broussailles. Si je les lâche dans la cuvette, je ne les regrouperai jamais. Maeve a haussé les épaules, non par désinvolture, mais comme quelqu'un qui pense qu'on pose la mauvaise question. Peut-être bien.
Ou peut-être que tu n'as pas besoin de les regrouper, mais de les laisser te montrer quelque chose d'abord. Elle n'a rien ajouté, non par mystère, mais simplement parce qu'elle avait tout dit. Abigail est rentrée à la nuit tombée, elle s'est arrêtée devant la clôture et a regardé les porcs bouger dans leur espace restreint. La truie aux oreilles rousses l'observait à nouveau. Cette nuit-là, penchée sur ses scontes avec un crayon usé, les chiffres lui ont répété ce qu'elle savait déjà. L'impossibilité de nourrir tout le monde ainsi. Elle s'est souvenue des mots de Maeve, puis de son mari qui voyait tant de promesses dans ce sol, un optimisme qui les avait ruinés, et elle s'était juré de ne pas commettre la même erreur. Était-ce la même erreur ou s'agissait-il d'autre chose? Le sommeil la fuit. Au matin, avant l'aube, elle est allée ouvrir la grille de l'enclos. Les porcs ne se sont pas précipités comme elle le craignait. La truie rousse S est avancée la première. S est immobilisée dans l'ouverture et a humé l'air froid pendant de longues secondes, avant de pivoter vers elle et en direction de la cuvette, suivie par le troupeau. Abigail les a regardés s'éparpiller en un large éventail méthodique, le mufle collé au sol. Micah est arrivé à 9 heures, a découvert l'enclos vide et l'a regardé d'un air interrogateur. « Tu les as lâchés ?» ?»« Oui. » Il a regardé vers la cuvette. « Tous ?»« Tous. » Il a réfléchi un instant, devinant la folie potentielle de l'acte, sans faire de commentaire. « On les suit ?» ?»« Oui. » Ils ont marché derrière le troupeau toute la matinée. Les animaux progressaient selon un motif précis, guidés par une piste olfactive invisible. Vers midi, la truie rousse s'est arrêtée près d'un affleurement rocheux, à 2 pas de la clôture de Maeve, et elle s'est mise à creuser vigoureusement avec l'aide d'autres congénères. Abigail s'est approchée de l'endroit. De la glaise sèche en apparence, mais lorsqu'elle a posé la main sur la terre remuée, elle l'a trouvée sombre et fraîche. Pas la fraîcheur de l'air, mais celle de l'humidité souterraine. Restée accroupie, elle a mesuré le chemin parcouru par ses pensées. Elle ignorait tout de ce qui se cachait là, de la sécheresse à venir ou du prix qu'il faudrait payer pour protéger ce secret. Elle savait seulement que la terre était froide sous ses doigts. « Va chercher la longue bêche dans la grange », a-t-elle ordonné à Micah qui a filé aussitôt. Elle est restée seule, sentant cette fraîcheur monter du sol comme une promesse patiente. Quand le garçon est revenu en courant, elle s'est emparée de l'outil et a planté la lame dans la glaise sombre. La première pelletée a cédé facilement, révélant une terre humide et riche. À un pied plus bas, la glaise S est assombrie encore. Les porcs n'avaient pas bougé, la truie observant le travail avec un calme inébranlable. Vers 2 pieds et demi, l'eau a commencé à percer le long de la paroi sud. Abigail y a glissé un doigt, le retirant mouillé. Micah s'est accroupie à son côté en silence, car certains moments exigent le recueillement. Une simple infiltration ne faisait pas une source, et elle savait les risques d'un faux espoir. Elle a recouvert l'excavation pour la protéger des animaux, avant de renvoyer le garçon chercher de quoi se ravitailler en lui interdisant de parler de cette découverte au village. Elle a passé l'après-midi à creuser 18 pouces supplémentaires tandis que la lumière baissait. L'eau suintait désormais régulièrement, formant une petite flaque d'une eau glacée, ce qui témoignait d'une profondeur considérable que la canicule n'avait pu atteindre. De retour dans sa cuisine à la nuit tombée, en mangeant son pain de maïs rassis, elle a pesé le pour et le contre. Pour creuser correctement, il lui faudrait du matériel et de l'aide. Mais demander de l'aide signifiait parler, ce qu'elle voulait éviter pour l'instant. Et puis il y avait toujours la lettre de Barnaby, ses $300 jugés généreux, pour une terre qui valait manifestement beaucoup plus à ses yeux. Le lendemain matin, Maeve est revenue l'observer au bord du trou. « Tu as trouvé quelque chose », a-t-elle constaté. « Peut-être bien », a répondu Abigail en se redressant, le dos endolori. L'aînée s'est penchée pour toucher l'eau au fond. « C'est est glacial », a-t-elle murmuré, avant d'expliquer qu'à en juger par la température et la configuration des roches, il s'agissait d'une chambre hermétique sous terre, un réservoir que la sécheresse n'avait pas atteint. « Il faut que je creuse plus profond », a déclaré Abigail. « Oui, et tu n'y arriveras pas seul. Je n'ai pas d'argent pour payer quelqu'un. Je ne te demande pas d'argent. »« Pourquoi m'aides-tu » Maeve a jeté un regard vers les porcs qui évoluaient au loin, resplendissants de santé. « Parce que ça fait 40 ans que je vis sur cette terre et que j'en ai assez de voir les gens l'abandonner. Et parce que tes bêtes savaient exactement où creuser. Je les ai vues depuis ma clôture. Elles n'ont pas erré, elles sont venues droit ici. Quand les choses ont un sens, je ne tourne pas le dos. » C était un discours inhabituellement long pour sa voisine. D'accord, a simplement dit Abigail. L'aide de Maeve ne consistait pas en de grands efforts physiques, mais en des ressources bien plus précieuses à court terme, notamment des outils solides, légués par un mari prévoyant, forgés dans un acier de qualité et conçus pour durer.
Elle avait aussi de la corde, une longue corde, ce genre de cordage épais et tressé qu'on utilise pour redresser les piquets de clôture, ainsi qu'une pompe à bras et des tuyaux qui traînaient dans sa grange depuis que son mari avait eu le projet de creuser un puits, une idée qu'il n'avait jamais eu le temps de concrétiser. Ils travaillèrent pendant 3 jours entiers. Mika donnait un coup de main partout où il le pouvait, remontant l'argile en surface à l'aide d'un seau, allant chercher de l'eau, courant après les outils, accomplissant toutes ces petites tâches indispensables qui passent inaperçues sur le moment, mais qui vident de toute énergie ceux qui les réalisent. Il s'exécutait sans le moindre soupir, ce qui impressionna Abigail bien plus que n'importe quelle compétence technique aurait pu le faire, car elle en connaissait assez sur les garçons de 10 ans pour savoir que l'obéissance silencieuse n'était pas leur état naturel. Le 2e jour, à 6 pieds de profondeur, l'humidité se transforma en un véritable flux, non pas un jaillissement violent, mais un flot régulier, sérieux, glacé, limpide et indiscutablement réel. L'eau surgissait de la paroi orientale du puits, avec un son qu'Abigail essaya plus tard de décrire aux gens sans jamais tout à fait y parvenir. Ce n'était pas un bruit assourdissant, c'était même plus discret qu'on ne l'aurait cru, mais d'une persistance têtue. Le genre de murmure qui vous fait comprendre qu'elle était là depuis très longtemps et qu'elle n'avait aucune intention de partir. Elle se trouvait au fond du puits au moment où cela s'est produit, en train de hisser de l'argile pour Mika, lorsque l'eau a commencé à envelopper ses bottes et à monter sans s'arrêter, ce qui l'a poussé à grimper en hâte pour se poster au bord avec Mika et Maeve, tous les 3 contemplant cette eau qui continuait de monter inlassablement depuis les profondeurs. Maeve n'a pas prononcé un mot. Mika a simplement lâché un oh étouffé. Abigail est restée muette elle aussi. Elle pensait à Caleb. Elle pensait à ces 6 années de certitude absolue qu'il vouait à cette terre, à ses propres doutes silencieux et à toutes ces fois où elle avait cru qu'il avait tort. Elle songeait à la façon, parfois, un homme voit quelque chose de vrai et où le véritable drame n'est pas qu'il se soit trompé, mais qu'il ait manqué de temps pour que sa vérité devienne réalité. Elle pensait également à Barnaby Blackwell, aux lettres dorées peintes sur sa vitrine et à ce qu'il ferait lorsqu'il découvrirait ce qui se cachait sous les 43 arpents qu'il essayait d'acheter depuis 2 ans déjà. « Nous devons poser les tuyaux avant que tout ne s'effondre », a déclaré Maeve. Cette remarque a brusquement tiré Abigail de ses pensées. C'est exact. Ils passèrent le reste de la journée à ajuster le tuyau de récupération de Ned et à installer le système de pompage, conçu à l'origine pour un conduit plus étroit que celui-ci, ce qui exigea des adaptations qu'Amos devina de mémoire et qu'Abigail exécuta de ses propres mains. Le tuyau descendit par sections, assemblé et scellé du mieux qu'ils purent avec les moyens du bord. Et à la tombée de la nuit, la pompe à bras trônait au sommet du puits, rudimentaire et légèrement de travers. Lorsque Abigail actionna le levier, l'eau jaillit. Une eau glacée et limpide remontant des entrailles d'un bassin que tout le village de Virginia City avait condamné comme totalement stérile. Mika pompa la poignée et éclata de rire. Ce rire un peu fou, fait surtout de stupeur, parce que parfois l'espoir fou que l'on portait se réalise enfin et que le corps ne sait plus est-ce qu'il doit pleurer ou rire, alors il choisit ce qui demande le moins d'explications. Abigail ne rit pas. Elle remplit une tasse en fer blanc et but une gorgée. Cela avait un goût de pierre, de froid et de grands espaces, le goût de quelque chose qui était resté sous terre pendant des lustres, filtré à travers des couches de roches qui étaient là bien avant la naissance de quiconque dans cette vallée, gardant sa fraîcheur et sa pureté à travers les sécheresses, les étés torrides et toutes les épreuves que les eaux de surface ne pouvaient endurer. Elle but toute la tasse, la remplit à nouveau et avala la seconde. Eh bien, a simplement dit Maeve, et cela suffisait amplement. Les 2 semaines suivantes s'écoulèrent dans ce double temps étrange, à la fois très lent et terriblement rapide. Lent parce que chaque journée était pleine et épuisante, rapide parce que tout changeait d'une manière qu'on ne pouvait ni contrôler ni ralentir. Les porcs se portaient à merveille. Ce fut le premier changement visible, et il était suffisamment remarquable pour que même Abigail, qui en avait pourtant suivi l'évolution au jour le jour, sente un pincement au cœur en les comparant à ceux qu'elle avait ramenés du parcage de Pendleton. Ils étaient en bonne santé. Non seulement ils survivaient, mais ils prospéraient de cette manière propre aux animaux qui disposent d'espace, d'un but et d'une nourriture suffisante, car le bassin les nourrissait d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. Les racines qu'ils exhumaient ne servaient pas seulement à les caler, elles retournaient l'argile, l'ameublissaient, et cette terre ainsi aérée autour de la source commençait à renaître.
Pas de la terre riche, non, rien de tel, mais elle était vivante d'une manière que cette glaise compacte ne connaissait pas. Elle se montra très prudente avec la source. Elle verrouillait la pompe lorsqu'elle ne s'en servait pas, elle n'en soufflait mot en ville, et elle avait demandé expressément à Micah, ainsi qu'à Maeve de manière générale, de garder le secret. Maeve n'avait pas besoin qu'on le lui répète. Micah avait quant à lui besoin de comprendre le pourquoi. Alors elle lui expliqua. « Il y a un homme qui s'appelle Barnaby Blackwell, lui dit-elle. Il veut ces terres. Il les convoite depuis avant la mort de mon mari, et mon mari refusait de céder. Et maintenant, il imagine que je vais baisser les bras parce que je suis une femme seule, sans argent, avec 80 porcs que tout le monde croyait condamnés. » Micah pesa le pour et le contre. « Mais tu ne vas pas vendre ? Non. Et s'il découvre l'existence de l'eau, il finira par la prendre tôt ou tard. Je ne peux pas cacher une source éternellement, mais je veux être en meilleure position quand cela arrivera. Qu'est-ce que tu appelles une meilleure position ? » Elle réfléchit à cette question. Une position où je saurai exactement ce que je possède avant qu'il ne vienne m'en dicter la valeur. C était à peu près la vérité, bien que la vérité profonde fût qu'elle avait besoin de temps pour comprendre ce que cette source impliquait sur le plan juridique, un domaine dont elle ignorait presque tout et qu'elle devait aborder avec la plus grande circonspection. Elle avait vaguement entendu parler de droits d'eau, de concessions et des méandres labyrinthiques par lesquels la loi de la frontière régissait les eaux souterraines, et elle savait assez de choses pour comprendre que l'ignorance ne protégeait en rien. C'est précisément par ignorance que les gens perdaient ce qu'ils auraient dû garder. La personne à consulter était un avoué, et le seul avocat de Virginia Gulch était Arthur Vance, qui tenait son bureau au-dessus de la quincaillerie et qui, autant qu'Abigail le sut, avait géré la plupart des transactions foncières récentes pour le compte de Barnaby Blackwell. Elle y pensa durant plusieurs jours. Puis elle s'y rendit. Arthur Vance était un homme sec et méticuleux qui portait ses bretelles bien tendues et gardait son bureau d'une propreté rigoureuse, ce qu'Abigail avait toujours considéré comme un bon présage chez un homme de loi, car un homme incapable de mettre de l'ordre dans ses papiers était incapable de défendre correctement vos intérêts. Il leva les yeux à son entrée sans le moindre étonnement, avec cette indifférence professionnelle propre à ceux qui voient défiler de nombreux tourments et ont appris à rationaliser leurs réactions. « Madame Vance, asseyez-vous. » Elle s'exécute. Elle ne retira même pas son manteau, sachant qu'elle ne s'attarderait pas. « J'ai quelques questions à vous poser, » commença-t-elle, concernant les droits d'eau, les eaux souterraines en particulier, et sur ce qui revient de droit à quelqu'un qui découvre une source sur sa propriété. L'expression de Vance ne varia pas d'un iota, ce qu'elle prit pour un bon signe, car s'il avait paru surpris ou trop intéressé, elle se serait levée sur le champ. Il croisa les mains sur son bureau. « Dans ce territoire, dit-il, l'eau souterraine appartient à celui qui possède la surface qui la recouvre, avec quelques exceptions. Si vous découvrez une source sur votre terrain et que vous la captez en bonne et due forme, ce qui implique que ce soit consigné, attesté et enregistré, vous possédez un droit sur cette eau. C'est ce qu'on appelle l'appropriation par priorité. Et si quelqu'un d'autre fait une réclamation après coup, il lui faudrait prouver que sa démarche a précédé la vôtre, à condition que la vôtre soit enregistrée la première. » Il marqua une pause, et dans ce silence, Abigail comprit qu'il était en train de faire ses propres calculs en l'observant. « Parlons-nous de théorie, Madame Vance ?»« Parlons prudemment, » répondit-elle. Nouvelle pause. Il la dévisagea avec la franchise de quelqu'un qui prend une décision. « Je dois vous dire, reprit-il, que j'ai déjà travaillé pour Monsieur Blackwell par le passé, surtout pour des questions foncières. Je ne le représente plus à l'heure actuelle, mais vous devez le savoir. Elle s'y attendait. Je le sais. Et je dois également vous ajouter, dit-il en interrogeant sur l'opportunité de continuer. Je dois vous dire qu'il m'a interrogé il y a 2 mois au sujet des parcelles du nord du ravin, et plus particulièrement sur les droits liés aux eaux souterraines dans cette zone. L'air dans la pièce sembla se figer. Abigail garda le visage impassible. Que lui avez-vous répondu ? Je lui ai dit que c'est s'il y avait de l'eau là-dessous et que quelqu'un s'en emparait le premier avec un titre en bonne et due forme, il aurait beaucoup de mal à l'en déloger. Il la regarda fixement. Il ne semblait pas enchanté par sa propre réponse. « Non, fit-elle. Je n'en doute pas. » Madame Vance, Silas, écarta ses mains pour les poser à plat sur le bureau. « Si vous avez découvert de l'eau souterraine sur cette terre, vous devez enregistrer votre réclamation avant que quiconque ne dépose un recours. La procédure n'est pas très complexe, mais elle doit se faire par l'intermédiaire du bureau foncier de Bozeman, qui se trouve à 40 miles à l'est
et elle doit être signée par des témoins et certifiée par un notaire. Il s'arrêta. Je pourrais vous aider pour ces formalités. Je ne vous dis pas cela pour l'argent. Je vous le dis parce que cela doit être fait rapidement. Elle le fixa un moment. Pourquoi me dites-vous tout cela? Il resta silencieux une seconde. Parce que Blackwell a acheté 6 parcelles dans ce bassin ces 4 dernières années, et à chaque fois, c'était à quelqu'un qui ignorait ce qu'il possédait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il réajusta l'angle d'un papier qui était pourtant parfaitement droit. Je suis fatigué de prêter main forte à ce genre de transaction. Elle le crut. Elle ignorait si elle avait raison de le croire. Elle savait qu'elle pouvait se tromper, que Silas cachait peut-être des motivations plus troubles que ne le laissait deviner cet instant. Mais elle choisit de le croire, de la même façon qu'on doit parfois se résoudre à faire confiance, parce que l'alternative mène à la paralysie. « Très bien, » dit-elle. « En combien de temps pouvez-vous préparer les documents? Si vous revenez demain matin, j'aurai un brouillon. Il vous faudra 2 témoins en plus de vous, des gens en qui vous avez une totale confiance. 2 personnes de confiance. » Elle pensa immédiatement à Maeve, qui avait 67 ans, vivait sur des terres attenantes depuis 40 ans et fournirait une déclaration sous serment avec la précision et la fermeté d'une femme allergique à l'approximation. Elle pensa à Micah, puis écarta cette idée car il n'avait que 10 ans et elle doutait que ce soit l'âge requis pour signer un document juridique, sans compter qu'elle refusait d'impliquer un enfant dans des histoires potentiellement houleuses. Elle pensa ensuite à Garrett Miller, qui s'était moqué d'elle au parkage de Pendleton avant de raconter l'épisode à la quincaillerie, et chez qui elle allait devoir se rendre ce soir-là pour une conversation qui s'annonçait inconfortable, mais indispensable. Garrett était un homme têtu, pragmatique, sans le moindre lien avec Barnaby Blackwell. Il cultivait ses terres du fond de la vallée et voulait qu'on le laisse tranquille, méprisant la prétention sous toutes ses formes. S'il s'était moqué d'elle, c'est parce qu'il la croyait dans l'erreur, ce qui différait d'un rire guidé par la malveillance. Était en outre un homme que le bureau foncier prendrait au sérieux, d'une manière qu'il n'appliquerait peut-être pas à Maeve Sutter. Car le monde était ainsi fait. Elle rentra chez elle, nourrit les cochons, puisa l'eau de la source et resta un moment immobile dans la pénombre tombante, écoutant le grincement de la pompe et l'eau fraîche qui remontait des profondeurs. 43 arpents de mauvaise terre, de glaise, de rocailles, d'un lit de ruisseau asséché et d'un bassin fissuré que tout le monde à Virginia City avait condamné. Elle repensa aux paroles prononcées par Amos le premier jour. Cessez de lutter contre la terre. Elle regarda ses 80 porcs traverser l'argile la tête baissée, guidée par un flair imperceptible pour elle, filant droit vers l'unique point du bassin où l'eau patientait 100 pieds plus bas. Elle songea à la truie, aux oreilles rouges immobiles au portique, humant le vent avant de s'avancer. Elle sente ce qui se cache en dessous. « Je comprends enfin, Caleb », murmura-t-elle à voix haute dans le vide. Puis elle rentra préparer son souper, tout en échafaudant ce qu'elle allait dire à Garrett Miller. Elle prit la route de sa ferme à la tombée du jour, une heure où l'on ne se rend pas chez les gens sans raison valable. Garrett vint ouvrir muni d'une lanterne, le visage oscillant entre la suspicion et la curiosité. Lorsqu'il reconnut sa visiteuse, l'expression se ferma un peu plus. « Madame Vance, il est tard, fit-il. Je le sais. Je dois vous parler, et je préfère le faire ici plutôt qu'en ville. » Il l'observa un instant. Était un homme robuste, buriné par 30 années de travail en plein air, et il ne prenait jamais de décision hâtive. Était un trait de son caractère qu'elle connaissait. Il réfléchissait lentement avant de s'engager. En cet instant précis, il évaluait s'il devait l'inviter à entrer ou la renvoyer, et elle le laissa mener son arbitrage. « Entrez », dit-il. Sa cuisine était rangée selon les habitudes d'un célibataire bien éduqué, non pas immaculé, mais fonctionnel, et il y avait une cafetière sur le feu qu'il servit sans demander son avis, ce qu'elle apprécia. Elle s'assura à la table en enlaçant sa tasse de ses mains. « J'ai trouvé de l'eau », annonça-t-elle. Il la fixa. Sur la parcelle est, sous terre, une source profonde sous l'argile, qui jaillit limpide. Il garda le silence durant de longues secondes. « Vous en êtes sûr? Je la bois depuis 2 semaines. » Nouveau silence. Elle le vit réajuster ses certitudes, exactement comme le fait un esprit pragmatique lorsque les données changèrent. Il la prenait pour une folle. À présent, il révisait son jugement. Et cet exercice le mettait manifestement mal à l'aise, car cela l'obligeait aussi à admettre qu'il s'était trompé dans son évaluation de la situation. Et personne n'aime avoir tort, pas même les gens de bien. Blackwell l'ignore, constata-t-il. Ce n'était pas une question, pas encore. Mais il finira par l'apprendre. Oui, et vous devez, il s'interrompit. Vous allez enregistrer votre droit.
Demain matin, j'ai besoin de 2 témoins. Je vais le demander à Maeve Sutter. Et je vous le demande à vous. Il baissa les yeux vers sa tasse, la faisant pivoter légèrement sur le bois. Elle le regarda cheminer dans sa réflexion. Vous savez ce qu'il fera quand il l'apprendra, lâcha Garrett. Je m'attends à ce qu'il agisse comme les hommes de son espèce. Il a de l'argent, des relations, et l'oreille du shérif quand ça l'arrange. La mâchoire de Garrett se contracta. Il peut vous rendre la tâche très ardue. C'est exact. Ça ne vous fait pas peur. Elle pensa à Caleb sous la terre, aux $17 dans une boîte de conserve, aux 80 cochons affamés, aux $25 et aux moqueries de toute une ville sur son passage. J'ai peur depuis avant même d'avoir trouvé l'eau, répondit-elle. Avoir peur ne change pas ce qui est juste. Garrett la fixa longuement. Elle le laissa faire, comprenant que c'était à lui de trancher et qu'une intervention de sa part ne ferait que lui fournir un prétexte pour refuser. Il reposa sa tasse. À quelle heure demain matin? Elle relâcha sa respiration. 8 heures. Au bureau de Silas. Il hocha la tête. J'y serai. Elle rentra dans la nuit glaciale. Les porcs dormaient paisiblement dans le bassin, de simples ombres se déplaçant lentement au clair de lune, et la pompe se dressait là où il l'avait installée, légèrement penchée, aussi réelle et permanente que tout ce qu'elle possédait. Elle ignorait alors à quel point Barnaby Blackwell était déjà proche. Elle ne savait pas qu'il employait un homme, un individu silencieux et observateur, qui passait ses journées à la quincaillerie ou au saloon pour écouter les conversations, et que cet espion avait remarqué les déplacements d'Abigail vers le nord du ravin, les visites de Maeve Sutter et les va-et-vient de Micah avec son seau, rassemblant assez d'éléments pour juger bon d'en informer son patron. Elle ignorait que Blackwell avait déjà adressé sa propre missive au bureau foncier de Bozeman, non pas pour déposer une revendication, pas encore, mais pour poser des questions, marquer son territoire, glisser ses requêtes polies dont les hommes puissants usent pour s'accaparer l'espace avant même d'agir. Elle ne savait pas qu'au moment où elle s'assoirait en face de Silas le lendemain matin, Blackwell aurait 2 heures d'avance sur elle, en route vers Bozeman avec ses propres papiers et ses propres témoins, et que ces 40 miles séparant Virginia Gulch du bureau des terres allaient sceller le sort de tout son avenir. Elle alla se coucher. Elle en avait besoin. L'inconnu approchait et il faudrait des forces pour y faire face. Elle avait appris depuis la mort de Caleb que le repos n'était pas de la faiblesse, mais le socle qui rendait tout le reste possible. Dehors, les porcs continuaient de fouir la terre. Ils ne s'arrêtaient jamais vraiment. Elle était au bureau de Silas dès 7h30, une demi-heure avant l'heure fixée avec Garrett, car elle tenait à examiner les actes à l'abri des regards indiscrets et à méditer un instant sans avoir à retenir ses expressions faciales. Silas avait les documents prêts. Il avait visiblement veillé tard. Un bout de chandelle consumé presque jusqu'à la cire gisait sur son bureau, et il affichait cette vigilance tendue des hommes qui manquent de sommeil, mais refusent de l'admettre. Il étala les parchemins et lui en expliqua les termes en langage clair, ce qui lui plut, car le jargon juridique a trop souvent pour habitude d'enfouir l'essentiel sous des formules absconses. La revendication était directe. Source d'eau souterraine, emplacement consigné. Il avait repris les mesures qu'elle lui avait fournies, la distance par rapport à la strate rocheuse, la profondeur du puits, le tout enregistré au nom d'Abigail Vance, sur 43 arpents à l'est de Virginia Gulch. Appropriation par priorité établie par la découverte et la mise en valeur, date de premier usage fixée au jour exact où elle avait actionné la pompe, conformément à ses dires. Si ces papiers sont enregistrés et acceptés, expliqua Silas, la réclamation aura force de loi. N'importe qui pourra la contester, mais la charge de la preuve incombera à l'opposant. À quoi ressemblerait une contestation? Ils devraient prouver l'antériorité de leurs droits, c'est-à-dire qu'ils connaissaient l'existence de l'eau et l'exploitaient avant vous. Ou alors, ils pourraient arguer que la documentation est frauduleuse. Il marqua une pause. Ou bien ils peuvent vous rendre l'existence suffisamment pénible pour que vous renonciez au combat. Cette dernière option, dit-elle. Oui, c'est la plus fréquente. Garrett arriva pile à 8 heures, comme elle s'y attendait de sa part. Amos se pointa avec 10 minutes de retard, ce qui ne la surprit pas davantage, pour d'autres raisons. Amos avançait au rythme qui lui convenait et ne s'en excusait jamais. Ils lurent les pièces séparément, sans qu'on le leur demande, ce qui confirmait à Abigail ce qu'elle savait déjà sur eux deux. Ce n'étaient pas des hommes à signer ce qu'ils n'avaient pas lu. Garrett posa 2 questions. Amosen n'en posa qu'une seule. Puis ils signèrent tous les deux, Silas apposa son cachet de notaire, et tout fut bouclé en 35 minutes. Le bureau foncier ouvre à 9 heures, annonça Silas à Bozeman. Je le sais.
Elle plia soigneusement sa copie pour la glisser dans la doublure de son manteau. Je pars immédiatement. Garrett l'accompagna sur le seuil. Dans l'air glacial du matin, il s'arrêta et lâcha. Vous savez qu'il finira par la prendre, je le sais. Probablement dès aujourd'hui, il a des gens qui épient. Je m'en doute. Garrett demeura silencieux un instant. Il promena son regard de chaque côté de la rue, l'air de quelqu'un qui pèse ses mots. Je me suis moqué de vous, finit-il par dire. C'est exact. J'avais tort. Elle le dévisagea. Ce n'était pas le genre d'homme à faire ce genre d'aveu facilement, et elle voyait bien que cela lui arrachait quelque chose. Elle eut assez de respect pour lui, pour ne pas lui faciliter la tâche en prétendant que ce n'était rien. Ce n'était pas vraiment rien. Il s'était trompé, il le reconnaissait, et les choses en restaient là. Oui, dit-elle, c'est vrai. Il esquissa l'ombre d'un sourire. Pas tout à fait. Bon, bonne chance à Bozeman. Elle parcourut les 40 miles en 4 heures, poussant sa monture un peu plus qu'elle ne l'aurait voulu. La route vers Est était pénible dans ce froid d'octobre, creusée d'ornières par les premières gelées, et pas encore assez prise pour offrir un sol régulier, si bien qu'elle dut à 2 reprises ralentir le pas pour traverser des bourbiers où les roues s'enfonçaient. Elle avala le biscuit qu'elle avait emporté sans mettre pied à terre, tenant les rênes d'une main et mangeant de l'autre, ce qui n'était guère commode mais indispensable. Le bureau des terres à Bozeman était un bâtiment bas doté d'un poêle à bois poussé à fond, au point de rendre l'air presque suffocant. Le préposé, un homme d'âge mûr nommé Dusfrel, affichait le flegme indole de ceux qui traitent des dossiers fonciers à longueur de journée et se sont forgés une immunité contre toute urgence. Il examina ses papiers, il l'observa. Il éplucha les feuilles avec la patience méthodique d'un fonctionnaire décidé à suivre la procédure, peu importe l'impatience de son interlocuteur. Il lui posa 3 questions. Elle y répondit. Il demanda à voir l'acte notarié. Elle le lui tendit. Il apposa son tampon, consigna le tout dans le grand registre et lui délivra un récépissé. L'ensemble de la transaction prit 45 minutes qui lui firent l'effet de 3 heures. « Est-ce que l'heure est consignée dans le registre ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux de ses formulaires. « Tout est daté et horodaté ici, madame. C'est le principe même du registre, je veux dire. L'heure exacte en plus du jour. » Une hésitation. « Oui, l'heure également. Quelle heure indique le registre ?» Il jeta un coup d'œil. 11h47 du matin. Elle hocha la tête. « Merci. » À midi, elle était repartie. Elle pressa à nouveau son cheval sur le chemin du retour et regagna Virginia Gulch avant la nuit, s'arrêtant au bureau de Silas en traversant le village. Silas leva les yeux à son entrée. Il lut sur son visage. « C'est enregistré », annonça-t-elle. Il laissa échapper un soupir. « Bien. Est-ce que quelqu'un est venu me chercher aujourd'hui ?» Il marqua une demi-seconde de silence de trop. Blackwell est passé vers 10 heures ce matin. Elle s'y attendait, mais l'information porta tout de même son coup. Que voulait-il? Il a voulu savoir si je travaillais pour vous. Je lui ai répondu que le secret professionnel m'interdisait de le dire. Silas remit bien d'équerre ses dossiers déjà alignés. Sa réponse ne lui a pas plu. Qu'est-il dit? Il a dit que Silas s'interrogea un instant pour choisir ses termes avec précaution. Il a dit que vous étiez une femme perdue prenant des décisions qu'elle ne comprenait pas et qu'il vaudrait mieux pour tout le monde qu'une personne plus expérimentée guide vos choix. Il plongea son regard dans le sien. C'est presque du mot à mot. Abigail rumina cette phrase un court instant. Femme perdue. Elle rangea cette étiquette au même endroit que les rires de Garrett Miller et ses conversations qui s'étouffaient dès qu'elle franchissait une porte. Elle stockait ses souvenirs non par rancune, car la rancune était un luxe hors de sa portée, mais parce qu'il constituait des outils précieux pour savoir exactement à quel genre d'adversaire elle avait affaire. Il a aussi ajouté, reprit Silas, qu'il expédiait ses propres papiers à Bozeman, invoquant une connaissance préalable des ressources hydriques sur la foi de relevés géologiques commandés au printemps dernier. Elle se figéa. Il peut faire une telle chose? Invoquer une connaissance sans utilisation préalable. Il peut toujours déposer sa demande, reste à voir si elle tiendra. Silas écarta les mains. Une simple connaissance pèse bien moins lourd qu'une exploitation effective. Vous l'exploitez. Vous l'avez mise en valeur. Vous avez des témoins et une date notariée. Ces relevés prouvent peut-être qu'il savait que l'eau était là. Les vôtres prouvent que vous l'avez découverte, dégagée et mise en service. Il marqua une pause. Mais il a les moyens de payer des avocats, et vous non. Et cela pèse d'un poids que la loi n'avoue pas toujours à haute voix. Elle rentra chez elle dans les dernières lueurs du jour en méditant là-dessus. Des avocats payés à prix d'or. C'était là que tout se résumait en fin de compte. Il n'était plus question de justice, ni de bons ou de mauvais papiers, mais de savoir qui tiendrait le plus longtemps dans l'épreuve de force.
Elle ne disposait de rien. Rien d'autre que 43 arpents de glaise en cours d'amélioration, 80 cochons, une source creusée de ses propres mains avec les outils du mari défunt de Maeve Sutter et une corde empruntée. Barnaby Blackwell avait tout le reste. La sécheresse frappa durement au mois de novembre. Elle ne prévint pas de la manière habituelle des intempéries. Il n'y eut aucun bouleversement spectaculaire, aucun de ces fronts froids soudains qui permettent aux gens de pointer une date en disant que tout a commencé là. C était plutôt un lent dépérissement. Les tempêtes qui auraient dû éclater ne venaient pas. Les nuages s'amassaient pour se dissiper sans verser une seule goutte. Le ruisseau au sud du village diminua, pouce par pouce, jusqu'à se réduire à une suite de flaques stagnantes qui exhalaient une odeur pestilentielle dès le mois de décembre. Les étangs d'Abreuvoir s'asséchèrent les premiers, suivis des puits les moins profonds. En janvier, 3 familles de l'ouest du bassin venaient s'approvisionner en eau au village, et le puits communal baissait à un rythme que les anciens de la quincaillerie commentaient avec l'angoisse sourde de ceux qui mesurent la portée d'un tel phénomène s'il venait à se prolonger. La source d'Abigail ne baissait pas d'un pouce. Elle allait l'inspecter chaque matin, avant toute autre occupation. Elle avait gravé une marque sur le tubage du tuyau au niveau de l'eau le lendemain même de son enregistrement. Et chaque aube, elle comparait le niveau à cette incision. Tout au long d'octobre, l'eau tint bon. En novembre, idem, en décembre, alors que le ruisseau au sud avait pour ainsi dire disparu et que les langues se déliaient en ville d'une manière qu'elles avaient évité jusque-là, le niveau de sa source demeurait rigoureusement identique à celui qu'elle avait constaté ce fameux après-midi d'octobre, sous le regard hilar de Micah. Les ports étaient magnifiques. Elle se serait bien gardée d'employer ce qualificatif à voix haute, sachant combien cela prêtait à la raillerie, ce dont elle avait eu sa dose. Mais elle se le répétait en silence, seule au matin clair, lorsqu'elle les contemplait arpenter le bassin. L'argile qu'ils avaient brassée avait évolué. Pas au point de devenir une terre grasse. Elle ne s'illusionnait pas au point de croire que 40 arpents de terre dure S étaient transformés en riches limons, mais la consistance avait changé. S était assouplie, parsemée de taches plus sombres. Des pousses inattendues sortaient désormais de cette terre remuée, là où rien ne poussait auparavant dans la glaise compacte, et les porcs se nourrissaient de ces pousses autant que des racines souterraines. Tout ce microsystème s'était doté d'une dynamique qu'elle n'avait ni préméditée ni tout à fait saisie. La truie aux oreilles rouges avait mis base en novembre. 11 marcassins, soit bien plus qu'elle n'en attendait d'un animal récupéré au bord de l'inanition. Il se révélait vif et vorace au moment de la tétée, avec cette insolente vitalité propre aux jeunes bêtes en pleine santé. Le spectacle de ces jeunes bêtes éveillait chez Abigail des sentiments qu'elle n'avait pas éprouvés depuis longtemps. Quelque chose qui ressemblait à de la fierté, mais en plus complexe. Mêlé à cette gratitude particulière qu'on ressent envers des êtres vivants qui ont refusé de se laisser abattre. Ce fut Micah qui lui apporta les premiers bruits de couloir. Il vint la trouver un mercredi de fin janvier, avec l'air d'un garçon qui porte une nouvelle dont il ne sait trop quoi faire, ce qui signifiait qu'il ruminait l'information depuis la veille. Elle se trouvait près de la pompe à eau pour en vérifier le niveau et ne leva pas les yeux en l'entendant approcher, car elle reconnaissait désormais sa démarche. Qu'est-ce qu'il y a? Il vint s'accouder à côté d'elle. Il avait grandi depuis leur première retrouvaille aux funérailles, 1 an plus tôt, et les enfants de 10 ans poussent qu'on y prête attention ou non. J'ai entendu des hommes discuter au magasin d'aliments pour bétail hier, pendant que je venais chercher le sel que tu m'avais demandé. Quels hommes? Cole Gannon, les frères Blevins, et un autre que je ne connais pas, plus âgé, avec un manteau gris. Un manteau gris, elle se doutait bien de qui il s'agissait. Un étranger logeait à la pension depuis octobre, portant un manteau gris et traînant partout où s'échangeaient les informations. Elle l'avait remarqué. Elle en avait parlé à Silas, qui s'était contenté de hausser les épaules d'un air prudent. Qu'est-ce qu'il disait? Micah effritait l'écorce d'un piquet de clôture. Que tu accapares l'eau de la source, que tu refuses de la partager alors que tu n'en as pas besoin de toute cette quantité, et que la ville va finir par assoiffer pendant que tu gardes tout pour toi. Il marqua une pause. Que ce n'est pas juste, et qu'il faudrait agir. Elle posa la toise graduée qu'elle tenait, le fixa. Est-ce qu'ils ont dit comment agir? Pas exactement, mais Cole Gannon a dit, Micah s'interrompit. Il a dit que Blackwell avait une idée pour régler ça légalement, et qu'il vaudrait mieux que tout le monde le soutienne avant que la situation ne devienne désespérée. Elle comprit immédiatement la manœuvre. Ce n'était pas une stratégie nouvelle. Elle en avait entendu des variantes toute sa vie.
L'histoire de la femme égoïste assise sur une ressource appartenant à la communauté, racontée par des gens qui y avaient un intérêt direct. Le mensonge fonctionnait parce qu'il s'appuyait sur un fait réel. Elle avait de l'eau, les autres elles n'en avaient pas. Et il suffisait de retirer tout le contexte qui donnait un autre sens à la situation. Retirer les 25 $, les cochons mourants, les 3 jours de creusement, la pipe du mari de Maeve Sutter, la chandelle tardive de Silas et les 40 000 jusqu'à Bozeman dans les ornières gelées. Effacer tout cela pour ne laisser que cette phrase. Elle a de l'eau que vous n'avez pas, elle refuse de partager, et il y a un homme qui a une solution. Est-ce ce que je refuse de partager? Demanda Micah, non pas sur la défensive, mais avec le désir sincère de entendre ce qu'il en pensait. Il cligna des yeux. Tu as donné de l'eau à Maeve Sutter le mois dernier quand sa sœur aînée était malade, et à la famille de Lua la semaine d'avant. Et moi? Je ramène 2 seaux à chaque fois que je viens, tu me le dis toujours. Oui. Alors ce n'est pas il mente. Il raconte une histoire, dit-elle. Il y a une nuance. Les faits qu'ils avancent sont en grande partie vrais. J'ai de l'eau, ils n'en ont pas. Ce qu'ils omettent, c'est le pourquoi et le comment. Elle regarda la pompe. Omettre des faits, ce n'est pas tout à fait mentir. C'est est parfois pire parce que c'est est plus difficile à contredire. Micah réfléchit à cette remarque avec ce sérieux appliqué qui était sa plus grande qualité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais y réfléchir. Elle y réfléchit pendant 3 jours, ce qui était le temps nécessaire et tout le luxe qu'elle pouvait s'accorder. Le 4e jour, Barnaby Blackwell se présenta à sa porte. Il ne la poussa pas brusquement comme la première fois. Il frappa. Ce qu'il troubla plus que il avait fait irruption, car cela signifiait qu'il jouait la carte de la modération. Et un homme qui joue la modération est bien plus dangereux qu'un homme qui montre son jeu. Elle ouvrit. Il se tenait sur le seuil, son chapeau à la main, arborant une expression qu'elle identifia comme le cousin fortuné de la sincérité. C était un homme grand, élégant pour la région, doté d'un visage photogénique et difficile à oublier. Le genre de physionomie qu'on retient parce qu'elle a manifestement été conçue pour cela. Il devait avoir la 50aine, avec des tempes grisonnantes d'un gris presque étudié et de larges mains qu'il maintenait immobiles avec l'effort conscient d'un homme qui a appris à surveiller ses gestes. « Madame Vance, dit-il, merci de me recevoir. Je ne vous ai pas invité à entrer, répondit-elle. Une légère modification passa sur son visage. Bien sûr, je serai bref. Il remit son chapeau, signifiant par là qu'il abandonnait sa fausse humilité pour une posture plus assurée. Je suis ici parce que je m'inquiète de la situation dans la vallée. La sécheresse est grave, vous le savez. Les gens sont réellement terrifiés. Je le sais, rétorqua-t-elle. Et vous possédez une ressource qui pourrait aider beaucoup de monde. Il marqua un temps pour laisser peser ses mots. Je pense qu'un arrangement est possible, un arrangement qui profiterait à tous. Je suis prêt à vous dédommager équitablement pour les droits d'accès à la source, plus qu'équitablement. Et pour l'infrastructure de distribution, les canalisations, l'extension du puits, je financerai tout cela. Le village aura de l'eau, vous serez payé, et personne ne manquera de rien. C était une bonne offre. Elle savait que C en était une, précisément parce que ce n'en était pas vraiment une. C était un piège destiné à faire d'elle celle qui refuserait d'abreuver le village. Il avait dû répéter son argumentaire. Il était trop rompu à l'exercice pour que ce soit spontané. « Combien ?» demanda-t-elle. Il sourit. 400 $ pour les droits d'eau, plus un pourcentage sur les revenus de la distribution. 400 $. Davantage que ce qu'il avait proposé pour l'ensemble des terres. Son esprit dévia brusquement sur ce que représentait cette somme. Elle n'avait jamais eu 400 $ de sa vie. Pas en une seule fois. Pas entre ses mains. Elle pouvait imaginer ce que cela ferait. Et elle s'autorisa à y songer juste le temps qu'il fallait pour comprendre ce qu'il achetait réellement. Les droits d'exploitation. Pas la terre. L'eau. Si elle cédait les droits sur la source, il lui resterait 43 arpents de terre en amélioration. 80 cochons et une maison. Mais plus aucun droit sur ce qui se trouvait en dessous. Il pourrait fixer les tarifs qu'il voudrait. Couper l'accès à qui bon lui semblerait. Décider qui aurait soif et qui serait sauvé. Et en année de sécheresse, c'était un pouvoir qu'aucun individu ne devrait détenir, et encore moins un homme comme lui. Qui contrôle la distribution? Interrogea TL. Je gérerai l'infrastructure. Qui décide des prix? Une micro-pause. Le marché s'en chargerait? Qui décide de l'accès? Il s'arrêta. Et dans ce silence, elle put deviner le calcul qui se cachait derrière sa mise en scène. Clair comme de l'eau de roche, ou du moins comme l'eau de roche d'avant la sécheresse. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui pose une troisième question. Ses interlocuteurs s'arrêtaient généralement à la première réponse. Je prendrai ces décisions au début, avec l'apport de la communauté, hasarda T-il. Non, fit-elle.
Il la regarda. Le masque de la raison se fendilla légèrement aux angles, comme une fine pellicule de glace sous un poids soudain. « Madame Vance, je ne vends pas les droits d'eau, je ne confie pas la gestion à votre bon vouloir, et je ne discuterai pas de conditions incluant de telles clauses. » Elle garda la voix égale. Pas froide, elle manquait d'énergie pour le jeu de la froideur, juste claire. « Si vous voulez discuter d'autre chose, je suis disposé à écouter. Mais pas de cela. » Il soutint son regard un moment. Puis, il remit son chapeau correctement, d'une manière bien différente de tout à l'heure. Cette fois, c'était un avertissement. « Le village est aux abois, dit-il, et son ton avait changé. Il ne haussait pas le ton. Des hommes comme Blackwell ne criaient pas quand ils n'en avaient pas besoin. Mais la chaleur avait disparu de sa voix, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus plat, de beaucoup plus honnête. Les gens désespérés font des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. Et s'ils croient, à tort ou à raison, que vous refusez de les aider, les choses pourraient devenir difficiles pour vous. C'est est une menace, monsieur Blackwell? C'est une description de la réalité, répliqua Teil. J'essaye de vous aider à comprendre votre situation. Je comprends très bien ma situation, dit-elle. Mieux que vous ne le voudriez. Il s'en alla. Elle le regarda s'éloigner par la fenêtre, sans ressentir la moindre satisfaction. La satisfaction exige un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas. Elle avait un lopin enregistré, 2 signatures sur un bout de papier à Bozeman, et un homme qui venait de lui signifier, sous couvert d'amabilité, qu'il allait dresser le village contre elle. Elle alla trouver Micah, qui s'activait dans la grange pour le nourrissage du soir. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, lui dit-elle. Il leva les yeux. « Va voir chaque famille de cette vallée qui manque d'eau. Tous ceux dont tu connais la situation. Dis-leur qu'ils peuvent venir à la source et remplir tout ce dont ils ont besoin. Dis-leur que c'est gratuit. Ne dis pas que ça vient de moi. Dis juste qu'il y a une source sur la parcelle S, ouverte à tous ceux qui en ont besoin. » Micah la fixa, abasourdi. « Tu l'ouvres au public? »« Oui, mais Blackwell vient juste de... Je sais ce que Blackwell vient de faire. C'est pour cela que je le fais maintenant, aujourd'hui, avant qu'il n'ait le temps de raconter sa version de l'histoire. » Elle jeta un œil à la pompe à travers la porte de la grange. On ne combat pas une histoire par un simple argument. On la combat par une autre histoire. Il réfléchit un instant. C'est quoi l'autre histoire? La veuve de la source qu'il a ouverte gratuitement la semaine où le ruisseau s'est asséché. Il resta silencieux un moment, puis posa son seau. « J'y vais, je serai de retour avant la nuit. » Il partit. Elle retourna à la pompe et actionna le levier jusqu'à ce que l'abreuvoir déborde. Puis elle continua à pomper, remplissant tous les récipients à sa disposition, seaux, barils, vieux arrosoirs dénichés dans la grange, car elle ignorait combien de personnes viendraient ni quand, et elle voulait être prête. La première famille arriva le soir même, les Delua qu'elle avait déjà aidés, se présentant avec un wagon et 4 tonneaux, affichant cette gêne et cette gratitude de ceux qui n'ont pas l'habitude de quémander. Elle pompa l'eau dans leur fût, prit des nouvelles des enfants, sans en faire des tonnes, car insister lourdement les aurait dissuadés de revenir. 3 autres familles se présentèrent le lendemain, et 2 de plus le surlendemain. À la fin de la semaine, un balai irrégulier de wagons se pressait chaque matin sur la parcelle est, et Abigail tenait la pompe de l'aube jusqu'à tard dans la soirée. Micah l'aidait à gérer la file d'attente et les tonneaux, tandis que Maeve Sutter venait 2 fois par jour prêter main forte sans qu'on le lui demande, fidèle à elle-même. Abigail était fatiguée jusqu'aux os, d'une lassitude qui faisait passer les semaines suivant la mort de Caleb pour de simples vacances. Ses mains étaient gercées par le froid et le frottement du levier. Elle mangeait sur le pouce, dormait trop peu, s'effondrant sur son lit avec de la boue séchée sur ses bottes, faute d'énergie pour les retirer. Mais elle n'accaparait pas l'eau, et chaque personne qui venait remplir ses barils savait qu'elle ne la retenait pas. Ils étaient venus. Ils l'avaient vue de leurs yeux. C'était cela, la nouvelle histoire. Et elle était bien plus réelle que celle de Blackwell, bâtie sur le vide et les suppositions. Elle pensait que Blackwell verrait cela et s'adapterait. Qu'il serait assez pragmatique pour admettre l'échec de sa manœuvre et passer à autre chose. Elle avait tort, et elle comprit plus tard que son erreur venait d'avoir cru que sa principale motivation était pratique. Il n'en était rien. Il convoitait ses terres depuis 2 ans, et il s'était fait damer le pion par une femme qu'il avait méprisée. Ce qui le poussait désormais, ce n'était plus seulement l'eau. C'était l'humiliation de la défaite. Des hommes comme Barnaby Blackwell pouvaient encaisser des revers financiers. Ils y étaient préparés. Ce qu'ils ne supportaient pas, ce qui rongeait leur stratégie de l'intérieur, c'était d'avoir tort publiquement face à une personne qu'ils avaient sous-estimée.
Elle ignorait encore sous quelle forme se manifesterait son prochain coup. Elle ne tarderait pas à le savoir. Ce fut Maeve qui l'avertit. Un jeudi matin de février, l'air glacial transformant leur souffle en nuages blancs. Il convoque une réunion, annonça Maeve. Ce soir, à la salle communale. Les mains d'Abigail s'immobilisèrent sur le levier de la pompe. Quel genre de réunion? Le genre où c'est lui qui parle. La voix d'Elias était sèche comme du bois fendu. Je le tiens de Margaret Tobias, dont le mari a bu un verre avec Cole Gannon hier soir. Blackwell fait le tour des maisons pour dire que les droits d'eau sont contestés, que ta réclamation N est peut-être pas légale et qu'il existe une méthode appropriée pour gérer les ressources au profit de toute la communauté. Elle marqua une pause. Il a embarqué Ezra Taggart et les frères Blevin, en plus de 2 autres types que je peux nommer et qui lui doivent de l'argent. Abigail continua de pomper. L'eau jaillissait, claire, glacée et constante. Il va leur dire de s'emparer des terres, murmura T.L. Je crois qu'il va leur faire croire qu'ils en ont tout à fait le droit. Amos la regarda fixement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais mène au même résultat. Une foule. Un village terrorisé par la sécheresse, manipulé par un homme qui présentait la veuve comme la voleuse de leur unique ressource. Une foule assoiffée depuis des mois, à qui l'on offrait un bouc émissaire et une solution illusoire. Tu y vas ce soir? Demanda Abigail. J'en ai l'intention. Et Garrett, il viendra? Je ne sais pas. Il n'est pas du genre à se laisser embrigader par Blackwell. Il est trop indépendant. Mais les foules paniquées ont leur propre gravité. Même les plus indépendants peuvent se faire aspirer. Abigail pensa à cette réunion. Elle songea à se tenir au milieu d'une pièce pleine de gens effrayés, assoiffés et intoxiqués par un mensonge à son sujet. Elle n'était pas oratrice. Elle n'aimait pas les foules, les confrontations, ni la mise en scène qu'exigeaient les joutes verbales. Caleb était doué pour cela. Il savait lire dans les visages et trouver les mots justes. Elle, en revanche, excellait dans le tête-à-tête, une personne à la fois. Mais pour ce soir, cette option n'existait pas. C était tout le village qui l'attendait. Elle continua de pomper jusqu'à ce que l'abreuvoir déborde, un geste machinal pour garder le contrôle de quelque chose. Et parfois, quand tout le reste vacille, on pompe de l'eau jusqu'à ce que tout déborde, juste pour prouver que l'eau est bien réelle. Puis elle rentra, enfila son beau manteau, tenta avaler une bouchée sans succès. Quand le soir arriva, elle attela le cheval et prit la direction du bourg, Micah assis à ses côtés sur la banquette parce qu'il l'avait demandé, et qu'elle n'avait pas eu le cœur de refuser, et aussi parce qu'elle répugnait à l'idée d'entrer seule dans cette pièce. La salle communale brillait d'un éclat jaune à travers ses fenêtres. On entendait déjà des voix avant même d'attacher l'attelage. Pas des voix de colère, mais ce bourdonnement sourd d'une foule qui hésite encore sur la façon de se sentir, ce qui était à la fois pire et mieux qu'une assemblée déjà chauffée à blanc. Elle resta un instant sur le seuil, une simple seconde. Micah tourna la tête vers elle. « Tu es prête ?» Elle n'était prête à rien. Ni à la mort de Caleb, ni aux $25, ni au cochon, ni à la source, ni à Blackwell. La préparation était un luxe que les circonstances lui refusaient. « Non, dit-elle. Entrons quand même. » La salle était plus pleine que prévu. Tous les bancs étaient occupés, des gens se pressaient le long des murs, et l'air empestait la laine mouillée, la fumée de lanterne et cette tension palpable propre aux foules qu'on a persuadées d'être victimes d'une injustice. Elle compta mentalement une 60aine de personnes avant d'abandonner, soit la quasi-totalité des foyers permanents de la vallée. Elle en reconnaissait la plupart. Elle avait pompé de l'eau pour au moins 20 d'entre eux ces 2 dernières semaines. Plusieurs de ses visages détournèrent les yeux lorsqu'elle franchit le seuil. C'était précisément ce à quoi elle s'était le moins préparée. Elle s'attendait à de la colère. La colère, elle savait la gérer, car elle est directe. Mais cette manie d'esquiver les regards, des yeux fuyant vers le sol ou l'épaule du voisin, cela, elle ne l'avait pas anticipé. Ces gens n'étaient pas ses ennemis. C'étaient des villageois qui avaient pris de l'eau de ses mains quelques jours plus tôt, assis là à écouter un conte à dormir debout, incapables de relier les 2 vérités, choisissant de l'ignorer jusqu'à ce qu'on leur dicte quelle version croire. Barnaby Blackwell se tenait à l'avant de la pièce, près de la table du géomètre que l'on avait transformée en estrade de fortune. Il était tiré à 4 épingles, bien plus que l'occasion ne l'exhalait, ce qui constituait en soi une déclaration. 3 hommes l'encadraient. Cole Gannon, cultivateur du sud-ouest et spécialiste autoproclamé des rancœurs. Ezra Taggart, affublé du titre de diacre par pure complaisance morale. Et l'homme au manteau gris, ce fameux Amos Sutter, agent foncier de la capitale territoriale au service de Blackwell depuis 2 ans. Blackwell l'aperçut en entrant.
Son expression ne varia pas ostensiblement, mais sa posture se raffermit, les épaules se redressant dans un calcul instantané. Il ne l'attendait pas, ou plutôt si, et il réévaluait l'impact de sa présence sur son discours. Amos se tenait déjà sur la gauche, campé avec la tranquille obstination de quelqu'un qui a décidé d'occuper l'espace. Elle croisa le regard d'Abigail et esquissa un hochement de tête imperceptible. N'en fallait pas plus. Abigail alla se poster le long du mur droit, d'où elle pouvait embrasser toute la pièce du regard, tandis que Blackwell l'avait constamment en ligne de mire. Pas question de se terrer au fond. Pas question non plus de jouer des coudes pour monopoliser l'avant-scène. Elle trouva sa place et attendit, Micah serrée contre elle, touchant presque son bras. Il faisait de son mieux pour paraître plus âgé que ses 10 ans. Un effort attendrissant qu'elle feignit de ne pas voir. Blackwell laissa retomber le silence. Il maniait l'art de captiver les foules, elle devait le lui concéder. Puis il commença. Il débuta par la sécheresse. Un choix évident car chacun dans la pièce en subissait les ravages. Il évoqua le ruisseau tari, les étangs de Cheptel à sec, la corvée d'eau depuis la ville. Il décrivit ce que signifieraient 2 mois supplémentaires sans pluie, avec des mots précis, ancrés dans le concret, poussant l'assistance à ressentir la menace plutôt qu'à l'entendre. Il parla des enfants, du bétail, du sort d'un village privé d'eau, avant les pluies de printemps. C était habile. Elle écouta en reconnaissant la maîtrise de l'homme, puis il en vint à la source. « Il y a de l'eau dans cette vallée », affirma Théil. « Une eau souterraine importante, que cette sécheresse ne peut atteindre. » Il marqua une pause. « Nous savons où elle se trouve, nous le savons tous. » Il ne la regarda même pas. Inutile. Les regards se tournant vers elle se chargeaient de le faire à sa place. La question qui se pose ce soir n'est pas de savoir si cette eau existe. C'est à qui elle appartient. Une voix s'éleva près de l'entrée, l'un des frères Blevin sans doute. Elle appartient à tous. Blackwell leva une main apaisante, modeste. Je comprends ce sentiment et je crois qu'il y a du vrai. Les ressources souterraines en période de sécheresse ont historiquement été traitées comme des biens communs dans les territoires frontaliers. Il existe des précédents juridiques. Il existe aussi un acte de propriété en bonne et due forme déposé, lança une voix sur la gauche, Maeve Sutter. Sans élever la voix, elle perçait le brouhaha par sa seule précision. La salle retint son souffle. Blackwell jeta à Amos le regard d'un homme surpris par un obstacle imprévu. Il y a bien un dépôt, concéda Théil. Quant à savoir s'il constitue une réclamation légale valide, c'est précisément ce qui est contesté. Enregistré à 11h47 le 15 octobre, répliqua Amos. Témoigné, notarié, consigné au bureau foncier de Bozeman. Ce n'est pas un simple dépôt, c'est un titre. Un murmure parcourut l'assemblée, partagé entre le doute et la découverte d'informations inédites. Blackwell rectifia le tir. Les subtilités juridiques sont actuellement examinées par un conseil. Quel conseil est-ce en qui, Amos? Pardon? Vous avez dit examiné par un conseil. Je demande lequel, le vôtre ou celui du territoire. Il hésita une demi-seconde de trop. Ce processus est en cours. C'est-à-dire le vôtre, lâcha Amos. Et sur ce, elle se rassit, un geste plus dévastateur que n'importe quel discours, signifiant qu'elle avait marqué un point et laissait la pièce méditer le reste. Abigail observait la foule. C'était le moment critique. Allait-il durcir le ton sur le plan juridique ou basculer vers la corde sensible, celle des enfants assoiffés et de la veuve égoïste? Il opta pour la seconde option. Indépendamment de l'issue légale, reprit-il d'une voix modifiée, plus chaleureuse, abandonnant les affaires pour parler à cœur ouvert. La réalité pratique, c'est que notre communauté a besoin de cette eau maintenant, et non pas quand les tribunaux en auront décidé ainsi. Ce que je propose, c'est une solution pragmatique. Une régie des eaux gérée par un conseil de représentants locaux qui répartira la ressource équitablement et étendra le réseau à chaque foyer de la vallée. Il exposa son plan avec clarté. Un conseil de 5 membres élus par la communauté pour veiller à la maintenance et à la distribution. Des tarifs fixés par le conseil et non par un individu. Les infrastructures modernisées grâce à des fonds qu'il s'engageait à avancer sous forme de prêts à la régie, remboursables sur les futurs bénéfices. Était diabolique. Elle devait le reconnaître. Il avait subtilement récupéré son propre argument, celui de la source ouverte gratuitement, pour l'intégrer à son projet. Le conseil fournirait de l'eau gratuite en cas d'urgence, assura Théil. Bien sûr, ce serait l'un des mandats fondamentaux. Sauf que les membres du conseil seraient élus, que ces élections s'influencent, que le prêt comporterait des clauses rédigées par Amos Sutter, et que d'ici 5 ans, Barnaby Blackwell posséderait la régie des eaux sous couvert d'une façade démocratique, la privant de tout recours légal. Elle comprit tout cela en une fraction de seconde, adossée au mur droit de cette salle surchauffée par les lanternes.
Elle comprit aussi que la plupart des gens autour d'elle n'y voyaient que du feu, épuisés et terrifiés, accrochés à l'espoir d'un plan concret. Quelqu'un posa une question sur le fonctionnement du conseil, un autre sur les tarifs. La pièce penchait. Elle sentait ce glissement d'angle sous ses pieds, comme sur un talus meuble. Elle se détacha du mur. Elle ne demanda pas la permission de parler. Il n'existait pas de protocole pour cela dans ce genre de réunion. Et de toute façon, demander l'aumône de la parole l'aurait placée en position de suppliante. Elle s'avança vers le devant de la salle, pivota pour faire face à l'assemblée et attendit 4 secondes que le silence se fasse. On aurait pu entendre une mouche voler. Elle n'avait rien préparé. Elle avait bien songé à quelques phrases durant le trajet dans le froid avec Mika, mais rien de rédigé. Les discours écrits sonnent faux, et cette assemblée l'aurait immédiatement perçu. Elle allait simplement dire la vérité, dans l'ordre où elle s'imposait. « Je m'appelle Abigail Vance », commença-t-elle. « La plupart d'entre vous me connaissent. Ceux qui sont venus à la source ces 2 dernières semaines me connaissent encore mieux. » Elle laissa retomber ces mots une seconde. « Je veux parler de ce que vient de proposer M. Blackwell, parce qu'une partie de ce qu'il avance est vrai, mais une autre non, et vous méritez de savoir quoi. » Blackwell intervint depuis le côté. « Madame Vance, ce n'est pas le lieu, je serai brève, » coupa Tehela d'un ton mesuré. Elle veillait à ne pas s'échauffer, car la colère aurait permis de la disqualifier. Mais sa voix portait une telle fermeté qu'il s'arrêta, mesurant qu'insister risquait de braquer l'auditoire. « L'eau est bien réelle, reprit-elle. Elle est fraîche, profonde, et se moque bien de la sécheresse car elle coule en dessous de sa portée. C'est moi qui l'ai trouvée, c'est moi qui ai creusé. J'ai le titre légal, et je ne suis pas ici pour en débattre. Vous pouvez consulter les registres de Bozeman si vous le souhaitez. 11h47, le 15 octobre. Mon nom y figure témoigné et notarié. » Elle marqua une pause. « Je ne suis pas non plus ici pour vous dire qu'elle est à moi, et que vous n'y aurez pas droit. » Elle aidait chaque famille qui venait la voir depuis 2 semaines, sans exception, sans condition. On venait avec des barils, des seaux, et on remplissait. Ça n'avait pas changé ce soir-là, et ça ne changerait pas le lendemain. Un bruit parcourait la pièce. Pas vraiment de l'accord, c'était trop compliqué pour cela, mais de l'attention. Elle avait capté l'attention de l'assemblée, et c'était précisément ce dont elle avait besoin. Ce qu'elle voulait leur faire comprendre, expliquait-elle, c'était la véritable nature de ce que M. Blackwell proposait. Il voulait créer un comité, soit. Mais ce comité serait financé par ses capitaux, ce qui signifiait qu'il lui serait redevable, ainsi qu'aux personnes qui y siégeraient. Elle fixa Colgannon assez longuement pour que tout le monde le remarque. Il fallait se demander qui désignerait ces gens et qui disposait des ressources pour influencer une élection dans le sens souhaité. Blackwell fit un pas en avant. « C'est une attaque personnelle. C'est une question, répondit-elle. Répondez-y si vous le voulez. » Il s'arrêta. « Voici ce que je veux proposer à la place, reprit-elle, consciente que sa voix tremblait un peu, sans rompre mais instable. Elle choisit de ne pas le cacher, car dissimuler ce tremblement lui aurait coûté l'énergie nécessaire à ses mots. « Je vais entretenir la source. Je vais l'agrandir. J'ai déjà parlé aux voisins de Maeve Sutter pour obtenir des tuyaux supplémentaires, et il y a des hommes dans cette salle qui savent creuser si on le leur demande. » Elle regarda Garrett Miller, posté au fond. Leurs regards se croisèrent. « Je facturerai à chaque foyer de ce bassin exactement ce que me coûte l'entretien de la pompe, du puits et des canalisations, pas un centime de plus. Ce montant est encore incertain, mais il ne sera pas élevé. Tout servira à maintenir l'eau courante. Si je passe une année sans frais, vous ne paierez rien. S'il faut des réparations, nous partagerons les coûts. » Elle entendit quelqu'un au milieu de la pièce murmurer un mot à son voisin. Impossible de saisir la phrase, mais le ton n'était pas hostile. « La différence entre ma proposition et celle de M. Blackwell, dit-elle, est simple. Avec la mienne, l'eau vous coûte ce que l'eau coûte. Avec la sienne, l'eau vous coûte ce que l'eau coûte plus le retour sur investissement inclus dans son contrat de prêt. » Elle balaya la salle du regard. « Il m'a offert 400 $ pour les droits sur l'eau quand il a frappé à ma porte. Ce chiffre ne sort de nulle part. Il sait ce que vaut cette eau. La vraie question est de savoir pourquoi un homme qui connaît la valeur de quelque chose propose de la gérer pour votre bien. » Le silence devint pesant. Amos Sutter, l'homme au manteau gris, intervint depuis la place de Blackwell. « La revendication elle-même fait toujours l'objet d'un litige juridique. Montrez-moi la contestation officielle, » répliqua Arthur Vance. Tous les visages se tournèrent. Silas se tenait dans le recoin du fond. Abigail ne l'avait pas vu entrer, ignorait depuis quand il était là,
et il observait Amos Sutter avec ce calme particulier propre aux spécialistes du droit foncier qui savent exactement l'effet que leur sérénité produit sur ceux qui exagèrent leur position. Sutter affirma que la procédure était en cours, impliquant qu'il n'y avait pas de contre-requête. Silas rétorqua qu'une intention de déposer n'était pas un dépôt. Il s'adressa à la salle plutôt qu'à Sutter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arthur Vance. J'ai pratiqué le droit foncier dans ce territoire pendant 11 ans avant de venir à Virginia City. J'ai préparé la demande relative à l'eau de Madame Vance. La réclamation est valide. Elle est déposée et enregistrée. Une démarche future d'une autre partie devrait prouver un usage antérieur ou un droit antérieur, ce qui n'existe nulle part dans les registres. Il marqua une pause. Je pensais que vous deviez le savoir. Le silence qui suivit fut d'une autre nature. Il portait le poids d'une assemblée en train de refaire ses calculs. Elle pouvait le lire sur les visages, cette expression de gens sur le point de prendre une décision à qui l'on venait de livrer un fait qui modifiait toute l'équation. Blackwell se tourna vers l'assistance. Il gardait son quant à soi, il fallait le lui accorder. Mais un quant à soi plus fragile, semblable à cette glace qui a tenu tout l'hiver, mais commence à trahir des faiblesses en février. La question juridique, dit-il, est distincte de la question pratique. Pourquoi vouliez-vous ce terrain? C'était Garrett Miller depuis le fond de la salle. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait comme cela arrive dans les pièces devenues silencieuses. Blackwell le fixa. Je vous demande pardon. Vous lui avez offert 300 $ pour la parcelle 1 mois après la mort de son mari, puis 400 pour les droits sur l'eau lorsqu'elle a découvert la source. La mâchoire de Garrett s'était fermée avec la détermination d'un homme qui a pris une décision sans retour. Vous nous avez dit à tous que ce terrain ne valait rien. Vous l'avez répété pendant des années. À quiconque parlait d'acheter vers l'est du ravin, vous disiez que c'était de la terre dure et stérile. Rien là-dedans. De l'argile et de la pierre. Il marqua un temps. Alors, pourquoi offrir 300 $ pour ça? La salle suspendit son souffle. Blackwell déclara qu'il essayait d'aider une veuve dans une situation difficile. Vous avez commandé une étude géologique au printemps dernier, lança une voix. Abigail se retourna. C'était Silas encore, depuis son coin. L'étude, précisa Silas, a été menée par un cabinet de la capitale au mois d'avril. J'en ai la documentation car elle a été classée dans le cadre d'une évaluation immobilière. Cette étude a précisément identifié un potentiel d'eau souterraine dans le bassin oriental. Il observa l'assemblée. En avril, 7 mois avant que Madame Vance découvre la source. 7 mois pendant lesquels M. Blackwell proposait d'acheter la propriété tout en affirmant à cette communauté qu'elle ne valait rien. La pièce bascula. Pas tout à fait d'un coup, ni totalement. Les assemblées ne basculent jamais entièrement en une seconde, pas même face à l'irréfutable, car les gens ont besoin de temps pour traverser le malaise d'avoir eu tort. Mais l'atmosphère changea. On le sentait comme on sent un changement de vent, non par une bourrasque théâtrale, mais par une nouvelle orientation de l'air. Cole Gannon, qui avait été l'un des porte-voix les plus fidèles de Blackwell au magasin d'alimentation, au saloon, et manifestement dans cette pièce, fixait le sol. Ezra Taggart avait croisé les bras, mais différemment qu'auparavant. C'était auparavant la posture d'un homme qui prenait position. C'était désormais celle d'un homme à qui l'on venait d'apprendre quelque chose et qui cherchait quoi en faire. Blackwell se tourna directement vers Silas. Ces études relèvent d'une démarche commerciale privée. Elles ont été versées au dossier d'une transaction immobilière. Silas répliqua qu'elles figuraient dans les registres du comté. Vous n'aviez pas le droit de... J'avais tous les droits. Silas rappela qu'il s'agissait d'archives publiques et que n'importe qui dans cette salle pouvait aller les consulter. Blackwell resta immobile. Elle le devinait en train de calculer. Elle l'avait déjà vu faire sur le pas de sa porte et c'était la même impression. Non pas la réflexion visible d'un homme résolvant un problème, mais le calcul invisible d'un homme évaluant quelle option lui coûterait le moins cher. Il n'était pas du genre à abandonner. Elle savait qu'il était du genre à se réorienter. Il trouverait un autre angle, une autre approche, et l'affaire n'était pas close, car les hommes comme Blackwell n'acceptent pas de perdre en public. Mais pour l'instant, dans cette pièce, à cet instant précis, il n'avait plus rien. Il chercha ce qui lui restait. Indépendamment de l'historique juridique, dit-il avec une voix parfaitement contrôlée, ce qui était en soi l'indice de son manque de maîtrise intérieure, les besoins de la communauté sont réels. La sécheresse est réelle. Malgré les différends individuels, la question de la gestion future de cette eau demeure. Je vais vous dire comment elle sera gérée, s'écria une voix de femme au milieu de la pièce. Tout le monde se tourna. C'était Susanna Delacroix,
dont le mari était venu avec le chariot, et 4 barils 3 semaines plus tôt, qui avait puisé l'eau à la pompe d'Abigail, avec la gratitude gênée de quelqu'un peu habitué à mendier de l'aide. Elle était debout, ce qui, dans ce genre d'endroit, constituait une prise de position. Elle a pompé cette eau pour nous de ses propres mains, déclara Susanna Delacroix. 2 heures dans le froid parce que nos enfants en avaient besoin. Elle ne nous a rien facturé. Elle ne nous a rien fait signer. Elle ne nous a pas dit de revenir voir un comité. Elle balaya l'assemblée du regard. J'étais ici parce que je pensais... Je ne sais pas ce que je pensais. Ce qu'on m'avait raconté, j'imagine. Sa mâchoire se contracta légèrement. Je suis désolé pour ça, Abigail. Abigail ouvrit la bouche puis la referma, incapable de trouver une réponse qui ne fût ni trop ni trop peu. Alors elle se contenta d'un signe de tête. C'était suffisant. 3 autres personnes prirent la parole après Béatrice Vann et aucune ne soutena Hill. Blackwell tenta encore 2 coups. Une fois pour ramener sur la table le projet de comité, une autre pour agiter la menace de la contre-requête au nom de la prudence. Les 2 fois, la pièce répondit par un silence encore plus dense qu'auparavant. Ce silence particulier des gens qui ont forgé leur opinion et attendent qu'on se taise pour avancer. Il finit par s'arrêter. Et dans cet arrêt, on devinait la posture d'un homme qui choisit de partir plutôt que d'y être forcé. Le dernier sursaut d'un faux contrôle, la décision de quitter une pièce avant qu'elle ne vous y invite. Il ramassa son chapeau sur la table du géomètre. « J'espère, dit-il en s'adressant à l'assemblée en général sans regarder Abigail, que l'arrangement qui sera trouvé ici servira au mieux cette communauté. Je suivrai cela de près. » Il sortit. Amos Sutter et Cole Gannon emboîtèrent le pas. Ezra Taggart resta un instant immobile, regarda la porte, puis l'assemblée, avant de se rasseoir. Un petit acte d'indépendance qui, Abigail le soupçonnait, lui avait coûté un peu de courage. La salle expira d'un seul souffle. Puis tout le monde se mit à parler en même temps, réaction normale d'une foule qui retenait sa respiration collectivement. Abigail resta plantée là, au premier rang, laissant ce brouhaha l'envelopper, cherchant ce qu'elle ressentait vraiment. Elle n'éprouvait aucun triomphe. Elle s'était figuré qu'elle exulterait si les choses tournaient ainsi. Mais elle se sentait simplement fatiguée. Une fatigue propre et nette, celle qui arrive après l'accomplissement d'une tâche et non pendant. Et sous cette fatigue, quelque chose de plus complexe. La certitude que Blackwell n'avait pas abdiqué. Il avait quitté la pièce, mais pas le territoire. Et un homme qui avait investi 2 ans et de l'argent réel dans un plan n'allait pas tout jeter pour une mauvaise soirée. Garrett Miller fendit la foule pour la rejoindre. Il tenait son chapeau à la main, avec l'air de quelqu'un qui avait dit ce qu'il pensait sans être tout à fait à l'aise avec l'écho que cela avait suscité. C'était courageux, dit-elle avant qu'il ne parle. Se lever ainsi, il avait l'air mal à l'aise. Il fallait pourtant le dire. Il hocha la tête, fixant son feutre. Mon puits va être à sec d'ici mars si ça continue. Vous étiez sérieuse sur les tarifs, les frais de maintenance et rien de plus. Je peux creuser, ajouta-t-il. Si vous avez besoin d'aide pour élargir le puits ou poser des tuyaux, Il s'interrompit. Je ne fais pas ça pour éponger une dette. J'ai juste le temps et les outils. Elle le regarda. Garrett Miller, qui s'était moqué d'elle chez Lévy et avait colporté l'histoire au magasin, et qui ce soir s'était levé devant tous ses voisins pour prononcer les mots qui s'imposaient parce qu'ils étaient vrais. Les gens n'étaient pas simples. Elle le savait, mais n'arrêtait pas de le redécouvrir. « Je vous en serai reconnaissante, dit-elle. » Il acquiesça à nouveau et s'éloigna. D'autres approchèrent ensuite. Certains pour la remercier, d'autres pour s'informer sur l'organisation de l'eau, quelques-uns simplement pour se ranger du côté des vainqueurs, une réaction humaine qu'elle avait depuis longtemps cessé de juger, tant elle en comprenait l'attrait. Micah la retrouva près de la sortie lorsque la foule se fut éclaircie. Il avait l'air épuisé, de cette fatigue des enfants qui assistent à des conflits d'adultes pendant des heures, sans pouvoir intervenir, portés par la tension et l'électricité dramatique de l'instant. « Tu as gagné, dit-il. »« Presque, répondit-elle. »« Presque ?» Il comprit la nuance. Il était assez perspicace pour ça. « Tu penses qu'il n'a pas dit son dernier mot ?»« Je sais qu'il n'a pas fini. » Micah se tut un moment, puis lâcha une remarque qu'elle n'aurait pas attendue d'un gamin de 10 ans, bien qu'elle n'attende plus rien d'ordinaire de ce garçon-là. « Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ?» demanda Micah. Elle tira sur les pans de son manteau. « Il va revenir à la seule chose contre laquelle je ne peux pas lutter dans une salle pleine de gens, la procédure juridique. » Elle regarda la porte par laquelle s'engouffrait l'air glacial du dehors. Il va relancer la contestation. Il va essayer d'embourber l'affaire au tribunal du territoire, là où il a des avocats, et moi pas, là où les procédures prennent des mois et coûtent cher. Elle marqua une pause.
Il ne peut pas prendre l'eau ce soir, alors il va essayer de la confisquer lentement, à coups de paperasse, de procédure et de la patience d'un homme qui a les moyens d'attendre plus longtemps que moi. Mika y réfléchit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Elle boutonna son vêtement. Je rentre à la maison, je me lève demain. Je pompe l'eau. Et après, je m'occupe de ce qui vient ensuite. Elle poussa la porte. Le froid l'accueillit, net et direct. C'est tout ce qu'il y a jamais, Mika. Juste la chose suivante. Ils rentrèrent dans l'obscurité. Les porcs n'étaient que des ombres dans le bassin lorsqu'elle détela le cheval, se déplaçant lentement et sûrement sur cette argile qu'ils avaient remuée, assouplie, transformée en quelque chose d'inédit. La pompe se dressait là où elle avait toujours été depuis son installation. Légèrement de travers, permanente, bien réelle. Elle mit le cheval à l'abri. Elle remplit l'abreuvoir. Elle entra et s'assura à la table de la cuisine, gardant son manteau trop fatigué pour l'ôter. La source était toujours là. L'eau continuait de jaillir, fraîche, des profondeurs. Blackwell avait quitté la pièce mais pas le combat, et elle le savait. Elle accueillit cette certitude comme on accepte toute vérité inconfortable. Pas avec aisance, mais de front, les yeux ouverts. Il y avait de la paperasse qu'elle ne comprenait pas, des avocats qu'elle ne pouvait pas payer, et un système qui favorisait les hommes dotés de ressources qu'elle n'avait pas. Il restait un long hiver devant elle, une sécheresse sans fin apparente, et plus de 60 familles qui venaient, ce soir-là, de placer en elle une confiance qui pesait son poids. Elle n'était prête à rien de tout cela. Pourtant, elle disposait aussi d'une réclamation enregistrée, de 2 bons témoins, d'une vieille femme sur la parcelle voisine, munie des outils de son défunt mari, d'un gamin de 10 ans qui posait les bonnes questions, et de 80 porcs qui avaient traversé 43 acres de mauvaise terre pour trouver ce que tout le monde prétendait introuvable. Contre toute attente, elle avait plus que le matin où elle avait enterré Caleb. Elle retira enfin son manteau, l'accrocha à la patère et alla se coucher. Dans le bassin, la truie aux oreilles rouges arpentait les ténèbres, suivie de ses 11 porcelets, fouillant la terre ameublie pour y dénicher ce qui s'y cachait. La contre-requête arriva par coursier un jeudi matin au début du mois de mars, 6 semaines après la réunion publique. Silas la porta en personne, ce qui lui indiqua la gravité de la situation. Il aurait pu envoyer un mot, mais il avait fait la route jusqu'à la parcelle et dans le froid pour lui remettre les documents de la main à la main, plantée près de la pompe, le col fermé et le visage arborant cette neutralité prudente qu'elle avait apprise à décoder. Il s'inquiétait mais refusait d'influencer sa réaction. Elle lut le texte lentement. Elle n'était pas une lectrice rapide de prose juridique. Personne ne l'était sans y avoir passé des années, et elle dut s'y reprendre à 2 fois avant de lever les yeux. Il prétend que la connaissance préalable vaut revendication préalable. Elle confirma d'un hochement de tête. L'étude d'avril. Oui. Son argument repose sur le fait que la connaissance de la ressource combinée à l'intention documentée de la développer. Il a joint des courriers prouvant qu'il négociait l'achat de la parcelle avant la mort de Caleb, constituant une forme de droit antérieur qui précède votre dépôt. Elle replongea les yeux dans les papiers. Est-ce le cas? Silas resta un instant silencieux, un peu trop longtemps. C'est un argument fragile en vertu du droit territorial actuel. La connaissance sans usage n'a généralement pas été jugée suffisante pour établir un droit antérieur. Il s'interrompit. Mais le tribunal territorial de Bozeman compte un juge nommé Tobias Sutter, qui a rendu des jugements favorables aux intérêts de développement dans 4 des 6 dernières affaires liées à l'eau. Il la regarda fixement. Amos Sutter, l'homme que Blackwell a amené à la réunion publique, est son neveu. Elle posa les papiers sur le piquet de clôture et contempla la source, la pompe légèrement de travers dans la froide lumière du matin, et les porcs qui évoluaient à l'autre bout du bassin avec une énergie patiente et résolue. « Combien de temps dure la procédure ?» demanda-t-elle. S'il force la main, une audience pourrait être fixée dans les 60 jours, voire plutôt s'il demande un examen accéléré que, vu la sécheresse, un juge bienveillant pourrait accorder. Silas marqua une pause. Entre-temps, ce recours jette une ombre sur votre demande. Il ne l'invalide pas, mais il crée une incertitude juridique. Et l'incertitude juridique rend les gens nerveux quant aux accords qu'ils ont conclus. Elle acquiesça. Elle comprenait ce qu'il lui signifiait sans le formuler ouvertement. Les familles, qui venaient s'approvisionner, qui payaient la modique redevance mensuelle d'entretien qu'elle avait fixée, juste et transparente comme promis, allaient entendre parler de cette contre-requête. Blackwell veillerait à ce qu'elle l'apprenne. Et certaines, effrayées à l'idée de se trouver du mauvais côté d'un verdict, pourraient décider d'attendre et voir venir.
Si un nombre suffisant d'entre elles adoptaient cette attitude, les paiements pour l'entretien diminueraient. Si les paiements diminuaient, la capacité à maintenir les infrastructures baisserait proportionnellement. Et si ces infrastructures montraient des signes de négligence, Blackwell s'en servirait au tribunal pour prouver qu'elle était incapable de gérer correctement la ressource. C'était un étau qui se resserrait lentement, conçu pour agir sur plusieurs mois plutôt que sur quelques jours, exerçant une pression simultanée en tout point jusqu'à ce que quelque chose cède. « De quoi ai-je besoin pour me battre ?» demanda-t-elle. « D'une représentation à l'audience. Quelqu'un qui connaisse spécifiquement le droit de l'eau dans le territoire, et pas seulement le droit foncier général. » Il hésita. « Je peux préparer le dossier, mais je ne suis pas la bonne personne pour plaider cela devant Tobias Sutter. Il vous faut quelqu'un qu'il ne puisse pas balayer d'un revers de main et qui a déjà gagné des causes sur l'eau devant lui. Un nom. Il y a une femme à Bozeman nommée Pine Valley. Elle a plaidé 6 affaires d'eau dans ce tribunal, en a gagné 4, et pour les 2 qu'elle a perdues, c'était sur les faits et non sur le droit. Silas rajusta son manteau contre le froid. Elle ne facture pas ses services à bas prix. Abigail garda le silence quelques secondes. Les cotisations des 60 et quelques familles suffisaient à maintenir la pompe en état et à dégager un petit pécule pour les urgences. C'était insuffisant pour s'offrir une avocate de Bozeman spécialisée dans les litiges sur l'eau. « Combien ?» interrogea-t-elle. Il lui donna le chiffre. Elle fit le calcul mental. Cela prit 4 secondes et le résultat ne jouait pas en sa faveur. « D'accord, dit-elle. » Silas l'observa avec attention. « D'accord, ça veut dire que je trouverai une solution. » Elle ramassa les documents et les plia. « Pouvez-vous lui écrire, lui exposer notre dossier ?»« C'est déjà fait, » répondit-il. La semaine dernière, dès que j'ai su que la requête allait tomber. Il le dit sans insistance, comme un simple fait accompli. Elle le regarda. « Vous saviez qu'elle arrivait avant qu'elle ne soit là ?»« J'ai mes propres sources qui écoutent, » dit-il simplement. Puis, n'étant pas homme à s'épancher inutilement, il ajouta. « Et comme je savais que vous auriez un problème de tarif, je lui ai touché un mot, et elle m'a dit de la contacter malgré tout. » Abigail encaissa l'information. Arthur Vance, qui avait autrefois travaillé pour Barnaby Blackwell, qui lui avait confié en octobre être fatigué d'un certain type de transaction, avait discrètement déplacé des pions dont elle ignorait l'existence. Elle ne savait que faire de cette gratitude. C'était trop lourd pour l'instant, alors elle l'a mis de côté pour plus tard. « Merci », murmura-t-elle. Il hocha la tête, remonta sur son chariot et s'en alla. Elle resta un long moment immobile près de la pompe. C'était ce froid sec de mars, typique des terres touchées par la sécheresse. Pas une once d'humidité, pas la moindre promesse de printemps, seulement la rude endurance d'un hiver qui s'éternisait. Le bassin était silencieux, hormis le va-et-vient des ports et le souffle léger du vent sur l'argile. Elle pensa à l'argent. Elle avait le surplus des cotisations, ce qui restait trop peu. Elle possédait 43 acres de terre en amélioration, qu'elle ne pouvait aliéner sans perdre ce qu'elle tentait de préserver. Elle avait 80 porcs, non, 89 à présent si l'on comptait les survivants de la truie aux oreilles rouges, des bêtes vigoureuses qui vaudraient une belle somme au marché printanier. Mais le marché du printemps était dans 2 mois, et l'audience pouvait se tenir d'ici 60 jours. Elle songea à ce qu'elle possédait et qu'elle n'avait pas encore chiffré. Elle rentra, s'assit à la table de la cuisine et dressa une liste, non pas de ses dettes et de ses manques pour une fois, mais de l'autre comptabilité. Ce qu'elle avait, ce que les gens lui devaient non en argent, elle ne l'exigerait pas en espèces, mais dans cette monnaie plus ancienne d'une communauté qui avait tendu la main vers elle en cas de besoin. Elle pensa à Garrett Miller, qui s'était proposé pour creuser, avait passé 3 week-ends de février à élargir le puits et à poser des tuyaux sans rien réclamer en retour. Elle pensa à Susanna Delqua, dont le mari possédait des compétences qu'elle n'avait pas encore exploitées. Elle songea aux 12 familles venues s'approvisionner en décembre quand leur puits s'était tari, et qui l'avaient remerciée de 1000 manières sincères. Et elle se rappela ce que Maeve Sutter lui avait dit un jour au sujet de l'Alliance des agriculteurs de Bozeman, une organisation à laquelle elle n'avait prêté aucune attention, la jugeant hors de propos. Elle se rendit chez Maeve dans l'après-midi. Maeve l'écouta du début à la fin sans l'interrompre, fidèle à elle-même. Assise dans sa cuisine, tenant sa tasse de thé entre ses mains, le regard droit, elle la laissa tout vider la contre-requête. Tobias Sutter, Pine Valley. Le problème des honoraires, le calendrier. Quand Abigail eut fini, Maeve se tut un moment. La coopérative, lâcha-t-elle. Oui, tu penses à l'accord sur l'eau.
Je pense que si les usagers de la source détiennent une part formelle, non pas un simple accord tarifaire, mais une participation légale, une structure de coopérative, alors Blackwell ne combat plus la réclamation d'une seule femme. Il affronte une coopérative communautaire enregistrée, regroupant plus de 30 familles membres. Maeve fit pivoter sa tasse d'un quart de tour. Ça change la nature juridique de la plainte. Silas pense que oui. Il a dit devoir examiner les statuts de la coopérative, mais en principe, si la ressource en eau appartient à une structure collective plutôt qu'à un individu, l'argument de la connaissance préalable perd de sa force. On ne peut pas invoquer une intention préalable de développer quelque chose qui est déjà mis en valeur par un organisme communautaire. Maeve la fixa de ses yeux qui observaient ce bassin depuis 40 ans. Tu perdrais la pleine propriété. Je renoncerais à une revendication que de toute façon je risque de perdre face au neveu de quelqu'un. Abigail tint son regard. Et je rendrais les choses réelles. Ce que j'ai affirmé dans cette pièce, à savoir que l'eau appartient à ceux qui en ont besoin au prix de ce qu'il en coûte pour la faire couler, c'est une promesse. Cela en ferait une structure. Les structures peuvent être corrompues. Tout peut l'être, objecta Maeve. Du moins, celle-ci demanderait de vrais efforts pour être pervertie, au lieu de me laisser simplement attendre de n'avoir plus le moindre sou pour les avocats. Un nouveau silence s'installa. Il te faudrait 30 familles pour déposer des statuts de coopérative, reprit Maeve. J'ai 32 foyers qui paient leurs cotisations en ce moment même. Il te faudrait un conseil d'administration. Je sais, j'en ferai partie. Dit d'une voix sèche et définitive. Abigail sentit une étreinte se relâcher dans sa poitrine. J'espérais que tu dirais ça. Gareth Miller en ferait partie aussi si tu lui demandes correctement. Je sais comment lui demander. Et il te faudra des frais de dossier pour les statuts, ce qui n'est pas la note de l'avocate, mais représente tout de même une somme. Je sais. Abigail posa ses deux mains à plat sur la table de Maeve. Ce n'étaient plus les mains d'il y a un an. L'hiver, le manche de la pompe et l'argile les avaient transformés, épaissis, burinés par des cicatrices qui ne s'effaceraient plus. J'ai essayé de régler tout ça toute seule, dit-elle. Je crois que c'était une erreur. Non seulement peu pratique, mais foncièrement fausse. Cette eau ne m'appartient pas, ça n'a jamais été le cas. Les porcs l'ont trouvée. Tu m'as donné les outils. Silas a déposé les papiers. Gareth a creusé le puits. Micah, elle s'arrêta. Rien de tout cela n'était exclusivement mien. Maeve l'observa un long moment. Non, dit-elle, ce ne l'était pas. Alors, je ne devrais pas chercher à la protéger seule non plus. Non, tu ne devrais pas. Abigail redressera la tête. Tu m'aides à convoquer une réunion? Celle-ci fut différente de la précédente. Pas de estrade, pas d'homme aux ambitions dorées mettant en scène un numéro. Abigail organisa cela un dimanche après-midi, sur la parcelle. Un choix délibéré pour que les gens se tiennent aux côtés de ce qu'on leur demandait de défendre. Elle avait dressé des bancs de fortune avec des planches et des lattes de clôture, apporté du café fourni par Maeve, tandis que Micah avait aplani le terrain autour de la pompe pour offrir un espace dégagé où chacun pouvait voir clair. 31 familles firent le déplacement. La 32e fit savoir qu'elle signerait quoi qu'il advienne. Elle exposa la menace de la contre-requête sans phare, ayant décidé que des gens qu'on engageait dans une telle démarche méritaient de savoir exactement à quoi ils s'attachaient. Elle expliqua l'affaire de Tobias Sutter, le problème des frais et la situation de Pine Valley. Elle exposa ce que signifiait une charte de coopérative, ce qu'elle impliquait et ce qu'elle n'impliquait pas, ainsi que l'exposition financière de chacun en cas d'échec de la bataille juridique. Cela prit 40 minutes. Il y eut des questions, certaines épineuses. Que se passerait-il pour la coopérative si elle s'en allait? Quelle était la structure de responsabilité? Blackwell pouvait-il contester la charte de la coopérative de la même manière qu'il avait contesté sa requête individuelle? Elle répondit à celle dont elle connaissait la réponse, et pour les autres, elle admit qu'elle l'ignorait, tout en rapportant ce que Silas avait dit, ce qui était honnête et légèrement inconfortable, mais restait la bonne approche. Gareth Miller posa la question la plus difficile. Si cela va devant les tribunaux et que nous perdons, qu'advient-il de l'eau? Mère en prend le contrôle, répondit-elle, où le tribunal établit son droit d'antériorité et il l'achète à la valeur fixée par la justice, ce qui serait considérablement supérieur à ce qu'il m'avait offert, la sécheresse ayant changé la donne. Elle le regarda droit dans les yeux. Je ne vous mentirai pas là-dessus. Gareth regarda la pompe, puis le bassin. Et si nous gagnons, l'eau reste la nôtre au prix coûtant, entretenue par les membres et contrôlée par un conseil d'administration que nous élisons. Elle marqua une pause. Je veux être clair sur un point. Si nous formons cette coopérative, je ne la dirige pas.
Je suis membre, au même titre que vous tous. Je proposerai Amos Sutter comme premier président du conseil, et je pense que vous devriez voter pour le reste. J'ai pris des décisions concernant cette eau toute seule parce que je le devais. Je ne veux plus continuer ainsi. La pièce à ciel ouvert, les bancs de fortune, la lumière froide de l'après-midi devinrent silencieux de cette manière qui indique qu'un message est passé. Béatrice Vann leva la main. « Je veux voter. C'est pour cela que nous sommes là, dit Abigail. » Le vote fut unanime, 31 voix contre 0. La procuration de la 32e famille, un mot signé de la main de Hugh Tobias qui disait simplement « Je suis des vôtres, faites ce qu'il faut », porta le total à 32. Silas déposa la charte de la coopérative la semaine suivante. Il lui fallut 3 jours pour la rédiger et une matinée pour l'enregistrer, et lorsqu'il revient de Bozeman, il amena Pine Valley avec lui. Pine Valley ne ressemblait en rien à ce qu'Abigail s'était imaginé. Elle s'attendait à quelqu'un de plus âgé, de plus formel, portant la morgue de ceux qui passent leur journée dans les prétoires. Elle eut en face d'elle une femme d'une 40aine d'années, aux doigts tachés d'encre, vêtue d'un manteau fatigué, dont les yeux parcouraient chaque document avec une vitesse et une précision suggérant qu'elle lisait comme les autres respirent, constamment, automatiquement, sans effort. Elle lut la charte de la coopérative, la revendication d'eau originale, la contre-requête et l'analyse de Silas en 90 minutes environ. Assise à la table de cuisine d'Abigail pendant que le café refroidissait à côté d'elle. Puis elle leva les yeux. « La coopérative change radicalement la donne, dit-elle. » Son argument de la connaissance préalable était déjà fragile sur le terrain d'une réclamation individuelle face à une coopérative communautaire dotée d'une charte enregistrée et de 32 familles membres qui exploitent activement la ressource. Il est pour ainsi dire inexistant. Elle posa les papiers. Il peut toujours essayer. Tobias Sutter peut encore trancher comme il l'entend, les juges font ce genre de choses. Mais la jurisprudence contre la connaissance préalable sans usage préalable est suffisamment solide pour qu'une décision de complaisance soit vulnérable en appel, et Blackwell le sait. Abigail la regarda. C'est-à-dire qu'il pourrait bien renoncer à aller en audience. Kincaid reprit sa tasse de café, constata qu'il était froid, et le but quand même. Ces hommes-là font fortune en gagnant efficacement. Une bataille juridique prolongée contre une coopérative communautaire qui bénéficie de l'attention de la presse régionale, et j'ai bien l'intention de faire en sorte qu'elle en bénéficie, lui coûte plus qu'elle ne lui rapporte. Il voulait l'eau lorsqu'elle était aux mains d'une femme seule et sans ressources. C'est une autre affaire. Abigail sentit la prudence qui était devenue chez elle une habitude se dresser contre ses espoirs. Vous dites qu'il pourrait jeter l'éponge? Je dis qu'il devient rationnel pour lui de jeter l'éponge. C'est s'il le fait, tout dépend de la part de fierté et de profit qui entre en jeu dans cette affaire. Kincaid la regarda avec une franchise qu'Abigail apprécia. Des expériences, les hommes qui perdent publiquement face à des femmes qu'ils ont sous-estimées ont du mal avec ce genre de calcul. Bien souvent, la fierté l'emporte sur le profit. Que faisons-nous s'il s'obstine? Nous allons au tribunal et nous gagnons, répondit simplement Kincaid. Et puis le problème des honoraires n'ayant pas disparu sous prétexte que les choses aient été améliorées, Abigail déclara « Il faut que je vous parle de vos tarifs ». Kincaid fit un geste de la main, non par dédain, mais par pragmatisme. « Silas m'a raconté votre situation. Je prends l'affaire à tarif réduit avec une clause de récupération. Si la coopérative l'emporte et établit la valeur marchande de la ressource en eau, je prélève un pourcentage sur les revenus de la première année. Si nous perdons, vous ne me devez rien. » Elle regarda Abigail par-dessus son café froid. « C'est le genre d'affaire que j'aime. N'y voyez rien de sentimental. » Abigail esquissa presque un sourire. « Je n'y manquerai pas. » Barnaby Blackwell ne jeta pas l'éponge immédiatement. Elle savait qu'il ne le ferait pas. Kincaid avait vu juste concernant la fierté, et Blackwell avait trop investi dans sa propre version des faits pour l'abandonner sans tenter un dernier coup. Son coup fut le journal régional. Un article paru dans la Gazette territoriale de Bozeman fin mars, sur 4 colonnes, avec un titre consacré aux droits sur l'eau et au développement de la frontière, dont la neutralité de façade masquait mal les sources. L'article décrivait le litige des sources de Virginia Gulch en des termes techniquement exacts, mais intellectuellement malhonnêtes. Il mentionnait la démarche d'Abigail et la charte de la coopérative, mais qualifiait la contre-requête de Blackwell dans des termes suggérant une égalité de droit juridique. Il citait également un promoteur immobilier anonyme, affirmant que les coopératives communautaires manquent généralement de l'expertise nécessaire pour gérer les ressources en eau de manière responsable.
Kincaid lut l'article avant Abigail. Elle envoya un mot qui disait simplement « Bien, il est à court de coups ». Maren ne comprit pas ce que cela signifiait avant qu'une semaine plus tard, un journaliste du même journal ne débarque à l'improviste sur la parcelle, est un mardi matin et ne trouve Abigail à la pompe, pendant que Garrett Miller élargissait le raccordement des tuyaux, que 3 familles remplissaient des tonneaux, que Maeve Sutter organisait le registre d'entretien et que Micah montrait à l'enfant d'un voisin comment fonctionnait le manche de la pompe. Le journaliste, un jeune homme muni d'un carnet et doté de cet air enthousiaste et légèrement débordé de celui qui a fait 40 000 en s'attendant à trouver une chose et en découvre une autre, resta un moment au bord de l'agitation avant d'ouvrir la bouche. « Est-ce là, demanda-t-il, l'exploitation dont le promoteur prétendait qu'elle ne pouvait être gérée de manière responsable? Ma regarda la pompe, les familles, le registre dans les mains de Maeve, le tuyau que Garrett installait. « Je suppose que oui, répondit-elle. Son article parut la semaine suivante. Il était plus long que celui de Blackwell, nettement plus précis, et comportait une photographie de la pompe, ainsi qu'un encadré expliquant la structure de la coopérative et le système de rémunération. Il citait également les registres d'entretien indiquant exactement ce que l'eau avait coûté à chaque famille membre par mois. Un chiffre si modique par rapport au prix de l'eau acheminée par camion depuis l'extérieur du bassin qu'il tenait lieu d'argument à lui tout seul. L'article fut repris par 2 autres journaux régionaux. Pine Valley écrivit à Abigail le 1er avril. La lettre disait « L'avocat de mer m'a contacté pour discuter du retrait de la contre-requête. J'aurais besoin de votre accord pour engager des pourparlers de conciliation. Je vous recommande d'accepter le retrait uniquement avec préjugés, ce qui signifie qu'il ne pourra plus jamais refaire de demande. C'est à vous de décider. » Abigail répondit le jour même. Avec préjugés, c'est non négociable. Il accepta. Le retrait fut enregistré le 14 avril avec préjugés, et la revendication de l'Alliance des sources de Virginia Gulch fut confirmée comme seule détentrice légale des droits sur l'eau de la source. Silas qualifia cela de résolution nette, ce qui, dans le jargon des avocats, signifiait une affaire sans bavure. Abigail s'assit à sa table de cuisine, les documents de confirmation dans les mains, et sentit ce qu'elle retenait dans sa poitrine depuis 6 mois se relâcher lentement, imparfaitement. Pas tout d'un coup, pas proprement, de la même manière que les choses se libèrent lorsqu'on les a portées trop longtemps par étapes, avec des résidus, vous laissant la conscience de la forme de ce que vous portiez par la sensation même de son absence. Elle resta assise ainsi un moment, puis elle rangea les papiers dans la boîte en fer blanc où elle conservait ses affaires importantes, et elle alla dehors pour pomper de l'eau. Le printemps vint tard cette année-là, comme c'est le coutume dans les pays frappés par la sécheresse. Mais il finit par arriver. La pluie commença en mai. Rien de théâtral, aucune inondation, juste une pluie régulière, persistante et réelle. Le genre de pluie qui pénètre au lieu de ruisseler, celle qui signifie quelque chose. Le ruisseau au sud de la ville remonta à la moitié de son niveau habituel, puis aux 3/4, retrouvant peu à peu son aspect d'antan. Même s'il faudrait une autre bonne année pour qu'il soit pleinement rétabli. La source ne tarit point. Elle n'avait pas cru qu'elle le ferait. Elle était trop profonde pour être affectée par les pluies de surface dans un sens ou dans l'autre, mais elle allait y jeter un œil chaque matin tout de même, par habitude en partie, et aussi parce que cette vérification était devenue une sorte de rituel dont elle n'était pas prête à se passer. Poser sa main sur le tuyau à la lueur de l'aube et ressentir la réalité froide et constante de l'eau était devenu nécessaire d'une manière qu'elle ne cherchait pas trop à analyser. Les porcs prirent le chemin du marché en mai. Pas tous. Elle en garda 22, y compris la truie aux oreilles rouges et les meilleurs porcelets, ainsi que les 3 verras qui avaient traversé l'hiver le plus vigoureusement. Le reste partit à des prix qui reflétaient la meilleure condition d'animaux, ayant divagué en liberté sur 43 arpents de terre labourés et s'étant nourris de racines et de pâturages. Les prix furent supérieurs à ses espérances, considérablement supérieurs. L'acheteur du marché régional les regarda et lui affirma qu'il en prendrait autant qu'elle pourrait lui en apporter l'année prochaine aux mêmes conditions. Le genre de phrase qu'elle eut besoin d'entendre 2 fois pour qu'elle fasse son chemin. Elle versa à Silas des honoraires convenables, qu'il tenta de refuser avant qu'elle n'insiste. Elle mit de côté le fonds de réparation de la coopérative, paya 3 mois d'avance sur les frais d'entretien et rangea le reste dans la boîte à café qui avait abrité les $17 de Caleb, un choix délibéré dont elle avait pleinement conscience. Elle acheta également un manteau convenable à Micah, car celui qu'il avait était élimé
et elle l'avait regardé tout l'hiver avec un mélange de culpabilité et d'impuissance, avant de pouvoir enfin y remédier. Il protesta. Elle ignora ses protestations. « Tu travailles ici depuis le mois d'octobre, dit-elle. C est un manteau. » Il l'enfila et se regarda à la manière des garçons qui ne sont pas habitués à ce que les vêtements soient à leur taille, et elle put le voir hésiter sur la manière dont il devait réagir. « Je ne suis pas un cas social, lâcha-t-il, non par belligérance mais avec précaution, marquant une distinction qui comptait pour elle. « Non, répliqua-t-elle, tu n'en es pas un. Tu es celui qui a couru chercher la bêche le matin où j'ai trouvé la source, qui a porté de l'eau tout l'hiver et qui est allé voir chaque famille du bassin pour leur dire qu'elle pouvait venir remplir leur tonneau. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Tu n'es pas de la charité. Je te le dois. » Il fixa un instant les manches de son manteau. « D'accord, dit-il, ce qui était tout ce qu'elle obtiendrait et s'avérait suffisant. » La question de la situation permanente de Mika lui trottait dans la tête depuis l'hiver, et elle l'abordait avec la précaution qu'on réserve à ce qu'on désire assez pour craindre de le vouloir de travers. Il était toujours officiellement sous la tutelle d'une tante éloignée qui vivait à 12 000 à l'est, et venait le chercher de temps à autre, avec l'air résigné de quelqu'un s'acquittant d'une corvée dont il se serait bien passé. La tante n'était pas cruelle. Abigail l'avait observée assez longtemps pour en être sûre, mais elle se montrait indifférente de cette manière propre à ceux qui ont trop à gérer et dont le cœur n'est pas pris par cette affaire en particulier. Abigail en avait parlé discrètement à Silas en mars, lui demandant à quoi ressemblait la procédure. Silas lui avait expliqué patiemment et sans présupposer ce que la tutelle exigeait dans le territoire. Elle y avait réfléchi pendant 2 mois encore. Un mercredi après-midi de la fin juin, elle demanda à Mika de s'asseoir à la table de la cuisine, ce qui était assez inhabituel pour qu'il prenne immédiatement un air inquiet. Et elle dit, sans préambule car elle avait décidé que les circonlocutions aggraveraient les choses, « Je veux te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu répondes par ce que tu penses vraiment, pas par ce que tu penses que je veux entendre. » Il se redressa. « D'accord. Tu veux rester ici? Pas en visite, pas pour travailler. Rester pour de bon. » Le silence s'installa l'espace d'un instant. « Tu veux dire habiter ici? » « Oui. » Le silence se prolongea, et elle le laissa s'étirer car elle tenait à ce qu'il réponde en son âme et conscience. « Tu ne fais pas ça par pitié, dit-il, mi-affirmation, mi-interrogation. Non, je le fais parce que tu as porté de l'eau tout l'hiver, que tu as posé les bonnes questions, que tu as été chercher ma bêche quand j'en avais besoin et que cet endroit se porte mieux avec toi. » Elle s'arrêta. « Et peut-être un peu aussi parce que je ne veux pas être seule ici. Cette part-là est pour moi, pas pour toi. » Il considéra la chose avec le sérieux qu'il mettait en tout. Elle le regarda analyser la situation, assistant au cheminement mental d'un enfant qui avait appris à réfléchir par 2 fois, avant de faire confiance. Car faire confiance avait des conséquences. « Est-ce que je devrais aller à l'école ?» demanda-t-il. Elle manqua de rire, ce qui n'était pas la réaction attendue, alors elle se contenta d'un petit sourire. « Oui. »« D'accord, dit-il. »« Alors oui, je veux rester. » Elle hocha la tête, sans en faire tout un plat. Était important de ne pas amplifier les choses au-delà de leur mesure sur l'instant, car les grands moments peuvent s'écrouler sous le poids de leur propre signification si on insiste trop. « J'en parlerai à Silas cette semaine, dit-elle. »« D'accord, répondit-il encore. Et puis, parce qu'il avait 10 ans et que certaines choses devaient être dites d'une voix plus douce. Merci, Abigail. » Elle baissa les yeux vers la table. « Ne me force pas à dire des sensibleries, lança-t-elle. J'ai une réputation à tenir. » Il rit. Un vrai rire franc et communicatif qui emplit la cuisine comme seuls savent le faire les rires d'enfants. Elle le laissa résonner, et lorsqu'il s'éteignit, une chaleur persistante flottait dans la pièce, une chaleur qui ne venait pas du poêle. Barnaby Blackwell quitta Virginia Gulch en juillet. Pas d'annonce, pas d'adieu. Il avait conservé un bureau dans un immeuble dont son nom était peint en lettres d'or sur la vitre, et un matin la vitre était vide et la buvette cadenassée. Dès midi, tout le monde savait qu'il avait pris la diligence vers L.A. la veille au soir avec 2 valises et Nathaniel Crane, sans dire où il allait. La pension avait été réglée d'avance. Rien à redire, rien de dramatique, il avait simplement disparu. Les gens allaient de leurs commentaires. Certains disaient qu'il avait des affaires ailleurs qui exigeaient sa présence. D'autres que les articles de la Gazette avaient rendu la région trop visible pour le genre d'activité qu'il menait. D'autres encore qu'il avait perdu de l'argent dans l'affaire et s'était retiré des jeux car des hommes comme Blackwell fonctionnaient selon le calcul du profit et que celui-ci avait cessé de tourner en sa faveur. Abigail apprit tout cela par ouï dire, car elle ne se rendait guère en ville ce mois-là. Elle avait une coopérative à gérer.
des ports à soigner, des tuyaux à poser, la scolarisation de Mika à organiser, et de la paperasse à régler que Silas lui expliquait lors de séances hebdomadaires qu'elle avait fini par apprécier. Non seulement pour les informations, mais pour cette heure passée en face de quelqu'un qui tenait sa compétence pour acquise. Lorsqu'elle apprit enfin le départ de Blackwell, elle se trouvait à la pompe. Maeve le lui annonça. Elle resta silencieuse un instant après qu'Amos eut parlé. « C'est bien », fit-elle simplement. « C'est tout », demanda Maeve. Abigail y réfléchit. Elle songea à ce qu'elle s'attendait à ressentir, de la satisfaction, de la revanche, la résolution nette d'un problème qui l'avait écrasé pendant des mois. Elle pensa à Caleb sous terre, aux 17 $ dans une boîte en fer, aux 80 porcs affamés et à l'argile sombre et froide au fond d'un trou qu'elle avait creusé de ses propres mains. Il avait du flair, dit-elle. Il voulait seulement arracher les choses aux gens au lieu de travailler avec eux. Elle marqua une pause. C'est du gâchis pour un homme qui a le compas dans l'œil. Maeve la regarda un moment. C'est est une lecture bien généreuse. Ce n'est pas de la générosité. C'est juste exact. Elle actionna le balancier de la pompe. L'eau jaillit, froide, claire et constante, pareille à elle-même. Je n'ai plus envie d'être en colère contre lui. Il m'a coûté 6 mois d'anxiété, beaucoup de sommeil et un argent que je n'avais pas. Il m'a aussi poussé à fonder la coopérative, ce qui est bien plus solide que tout ce que j'aurais pu bâtir seul. Elle regarda l'eau remplir l'abreuvoir. Je peux le détester pour la première partie ou lui être reconnaissante pour la seconde. Je préfère la reconnaissance. C'est moins fatigant. Amos se tut un instant. Puis avec le ton de quelqu'un qui formule un compliment mûrement réfléchi, Caleb était un imbécile en matière de terre, mais il n'était pas stupide en ce qui te concernait. Abigail le fixa. Il m'a dit un jour, c'était avant qu'il ne tombe malade, que la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite avait été de te convaincre de venir ici avec lui. La voix d'Elias était factuelle, dénuée de sensiblerie. Je croyais qu'il parlait pour parler à l'époque. Les hommes font ça. Elle ramassa le registre d'entretien sur le piquet de clôture. Il ne parlait pas pour parler. Abigail se retourna vers la pompe et actionna le balancier en silence pendant un moment, car certaines choses atteignent un endroit que les mots ne peuvent toucher trop vite, et chercher à y introduire de force le langage gâche tout. L'eau monta, remplit l'abreuvoir et déborda comme toujours lorsqu'elle oubliait de surveiller le niveau. Dès le printemps suivant, l'Alliance des sources de Virginia Gulch comptait 40 et une famille membre, une vraie pompe en fer pour remplacer la tordue. 130 verges de tuyaux, posées rejoignant les 3 fermes les plus proches, un fonds de réparation doté de quoi faire face à 2 hivers d'entretien normal, et un conseil d'administration de 5 membres élus qui se réunissaient le premier dimanche de chaque mois dans la grange de la parcelle A, qu'Abigail avait nettoyée et pourvue de bancs décents à cet effet. Maeve Sutter présidait le conseil. Elle menait les réunions avec la concision de quelqu'un qui n'a aucune patience pour les assemblées n'aboutissant à aucune décision, une attitude que le conseil trouvait tonifiante et qui permettait de prendre des résolutions au lieu de les ajourner. Garrett Miller gérait le comité des infrastructures avec cette attention minutieuse et légèrement obsessionnelle portée au système physique qui avait fait de lui un bon fermier, des dispositions qui se révélaient fort utiles pour l'entretien des canalisations. Béatrice Vann tenait les registres avec une rigueur maniaque qui s'avérait capitale lorsqu'il s'agissait de suivre la consommation d'eau de 40 et une famille. Abigail siégeait au conseil. Elle n'en était pas la présidente. Elle avait tenu parole lors de la 2e réunion. Cet endroit n'était pas le sien seul à diriger. Elle se présentait chaque premier dimanche, prêtait attention, votait lorsque l'heure du vote sonnait, donnait son avis quand elle en avait un et se taisait quand elle n'en avait pas. Certains mois, elle disait très peu de choses. Des autres mois, elle prononçait les mots justes qui faisaient basculer la décision. Elle apprenait la nuance, lentement, et ne tombait pas toujours juste. Les porcs se multiplièrent. Dès le 2e automne, elle en comptait 112 qui parcouraient le bassin et les terres adjacentes que Maeve avait formellement intégrées à l'accord de pâturage. Un arrangement sur papier qui convenait à toutes les deux et pour lequel le caractère solitaire de Neddy, forgé par 40 ans d'isolement, n'avait pas entamé le pragmatisme. La truie aux oreilles rouges était la doyenne des 80 initiales, et cela se voyait dans la délibération de ses mouvements et l'autorité naturelle qu'elle exerçait sur les autres, une autorité qui ne découlait ni de la taille ni de l'agressivité, mais de quelque chose de plus difficile à nommer. Elle traversait le bassin, et les autres s'accordaient autour d'elle, sans la suivre aveuglément, mais en s'orientant vers ce qu'ils inspiraient confiance.
Abigail l'observait parfois depuis la clôture au petit matin, avant que Micah ne soit réveillée, avant que le labeur de la journée ne commence. Elle observait la façon dont la vieille truie se déplaçait sur la terre labourée, plus lentement désormais, plus lourdement, investie de la gravité particulière de ce qui a duré, et elle pensait au parc à bétail de Pendleton et à l'enclos des bêtes mourantes, aux 25 $ dont elle avait emprunté 8, et au moment précis où la truie s'était dressée dans l'enclos ouvert, avait levé la tête et flairé l'air avant de bouger. Elle savait où aller. Elle avait traversé d'un trait 43 arpents de mauvaise terre pour trouver le seul endroit où de l'eau fraîche dormait sous l'argile. Elle avait creusé, et les autres avaient suivi. Abigail avait fait de même à sa manière, pas en ligne droite. Elle n'était allée droit nulle part. Elle avait cheminé de travers, effrayée, prise au piège et épuisée. Elle avait pris des décisions qui auraient pu échouer et d'autres qui s'en étaient fallu de peu. Elle avait fait confiance à des gens dont elle n'était pas sûre, s'était trompée sur certains et avait eu raison sur d'autres. Elle s'était tenue dans une pièce remplie de gens qui croyaient une histoire à son charge, avait dit des vérités d'une voix mal assurée en espérant que cela suffirait. Elle n'était pas une légende. Elle n'était qu'une femme qui n'avait pas baissé les bras, ce qui est une chose plus modeste et plus honnête, et qu'elle avait fini par trouver infiniment plus précieuse, car ne pas abandonner est à la portée du plus grand nombre, tandis que les légendes n'y parviennent guère. Micah eut 11 ans en septembre. Elle lui fit un gâteau avec de la bonne farine, et y planta une unique bougie, faute d'en avoir d'autres. Il regarda la pâture avec l'expression de quelqu'un qui reçoit ce qu'il avait cessé d'espérer. Il était inscrit à l'école de Virginia City et constituait, de l'aveu de l'instituteur, un élève sérieux, particulièrement doué pour l'arithmétique et enclin à contester les prémices qu'il jugeait bancales, une caractéristique que l'enseignante mentionnait à la fois comme un défi et une qualité qu'elle respectait. Il faisait ses corvées chaque matin avant l'école sans qu'on le lui demande. Une habitude ancrée en 2 mois environ sur laquelle Abigail se gardait bien de faire la moindre remarque, car cela aurait transformé un réflexe en transaction. Il venait encore l'accompagner à la pompe certains matins de grand matin, comme il le faisait depuis le mois d'octobre de l'année précédente. Il ne parlait pas toujours beaucoup. Souvent, il se tenait là à regarder les porcs et la lumière changer sans prononcer un mot. Et C était très bien ainsi. C était une forme de conversation. Le matin de la première gelée mordante de son 2e automne, lorsque l'air était assez vif pour rendre leur buée visible et que le sol du bassin prenait une teinte de fer gris avant que le soleil ne l'atteigne, il se tenait contre la clôture, les mains dans les poches de son manteau, ce beau manteau qu'elle lui avait acheté et qu'il avait rempli de 2 bons pouces depuis le printemps, et il demanda « Tu crois que la source va continuer de couler ?»« Je veux dire, pour toujours. » Elle y réfléchit sérieusement, car il posait la question avec gravité. « Pas pour toujours, répondit-elle. Rien n'est éternel. Les sources se tarissent, les nappes s'épuisent, les choses sèchent. » Elle marqua une pause. « Mais les sources profondes et les formations rocheuses scellées, ça peut durer des générations plus longtemps que nous, peut-être plus longtemps que les petits-enfants de nos petits-enfants. » Il médita cette pensée. Ça fait une sacrée trotte. C'est vrai. Alors, ce qu'on a fait, il chercha ses mots. Ça sera encore là après nous, probablement, dit-elle. Il resta silencieux un instant. Alors je crois que C est le meilleur genre de chose à faire. Celle qui continue après. Elle le regarda. Ce gamin qui avait débarqué à un enterrement sans nulle part où aller, qui s'était rendu utile avant même qu'elle n'y songe, et qui porterait une part de tout cela d'une manière qu'elle ne pouvait prédire ni chercher à contrôler. Oui, fit-elle, je crois que tu as raison. Le soleil franchit la crête orientale et frappa le bassin, et le givre sur l'argile l'attrapa pour le renvoyer. Les porcs avancèrent dans cette lumière, la tête basse, avec leur patience butée et certaine. Et la pompe se dressait là où elle s'était toujours trouvée, plus droite désormais, correctement raccordée, mais au même endroit précis où la truie aux oreilles rouges avait creusé par un matin d'octobre, avant que quiconque ne sache ce qui dormait là-dessous. L'eau jaillit fraîche. Comme toujours.